On va commencer, pour pas perdre de temps. Donc on va commencer par la présentation de Monsieur Marc Michel, donc directeur adjoint de AgroParisTech. Alors, soit parler avec le micro, bonjour, soit parler au pupitre. Moi, je parle au pupitre. Il y a un pupitre, c'est dommage de ne pas en profiter. Bonjour à tous et à toutes. Juste quelques mots d'introduction, sans m'appesantir davantage, puisque c'est beaucoup plus intéressant ce qui va vous être dit par la suite par les uns et les autres. Je voulais d'abord rappeler que c'est un projet collectif qui est porté par la communauté de travail d'AgroParisTech et je voulais vous remercier tous collectivement de votre disponibilité et de votre participation active, actuelle ou future, dans ce beau projet que nous essayons de mener tous ensemble. C'est une démarche assurément de modernisation de vos pratiques pédagogiques, dans le sens où elle permet la mutualisation de ressources pédagogiques, non pas en substitution, j'insiste là-dessus, mais bien en complément de vos enseignements, on va dire, classiques. C'est un plus donc qui permet indubitablement de rendre encore plus lisible AgroParisTech à l'extérieur, et Dominique Cagnon vous fera avec quelques autres une présentation plus complète sur ce que c'est que le podcast. Je risquerai de m'emmêler dans les fils. Ensuite, moi je voulais remercier toutes celles et ceux qui ont porté sa mise en place. Donc d'abord j'associe en premier lieu à tout seigneur, tout honneur, Jérôme Fitoussi et Guillaume Paris, qui ont été qui sont les chevilles ouvrières de ce beau projet. Je ne peux pas en parler au passé parce qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. J'associe évidemment Dominique Cagnon et Marie-Pierre Quessette qui étaient à leur côté, qui ont beaucoup investi. On a pas mal échangé, d'ailleurs Dominique et moi, sur le sujet, sur son financement. Je veux remercier, même si je pense qu'ils ne sont pas là, le Conseil régional d'Île-de-France. Ce n'est pas une formule de style, c'est parce qu'il ne faut pas oublier que le financement, nous l'avons grâce à eux dans le cadre du contrat de projet État-région, et c'est un financement exclusif Conseil régional, donc il faut leur rendre cet hommage. Je voulais remercier enfin ParisTech, avec lequel nous sommes en partenariat sur ce projet que nous portons en commun avec un certain nombre d'écoles, et en particulier Sarah Lemarchand, que je ne connais pas, mais je devine que c'est vous, madame. Bonjour, de Télécom ParisTech, qui interviendra cet après-midi sur les livres Savoir, si j'ai bien compris. Voilà, ma conclusion sera très brève. Cet après-midi de présentation va vous permettre de vous familiariser, pour ceux qui ne connaîtraient pas, de pénétrer dans ce monde des TICE, de diffusion des savoirs et des connaissances, où se mêlent étroitement la pédagogie et toutes les techniques les plus avancées de multimédia, où les termes anglo-saxons sont rois, il faut bien le reconnaître. Je suis persuadé que cela vous donnera l'envie de vous associer, si ce n'est déjà pas le cas, en sachant que ce n'est qu'un outil supplémentaire qui vous est proposé et non une fin en soi. Voilà, je vous souhaite une très bonne après-midi de découverte, de discussion, de travail. Moi-même, je ne resterai pas tout au long des débats, mais je suis de tout cœur avec vous. Je vais rester en tout cas au début des interventions parce que ça m'intéresse beaucoup. Merci beaucoup. Donc merci Marc Michel. Alors maintenant, la parole est à Marie-Pierre Quessette de la direction de la communication d'AgroParisTech. Merci, je fais comme à la télé, je règle le petit truc là. Alors avant d'oublier, parce qu'on ne le voit pas, là il est dans la petite boîte en haut, je voulais aussi remercier Omer, qu'on verra tout à l'heure sur l'écran. Voilà, il n'est pas dans la salle, c'est bien ça. Voilà. Donc moi je voulais vous présenter le déroulé de l'après-midi, parce que je pense que ça vous ne l'avez pas. Il faut bien qu'il y ait des surprises quand même. Donc on va commencer, comme vient de le dire Marc Michel, par une présentation du projet général, donc projet ParisTech au départ, porté par ce presse, donc par Sarah Lemarchand. C'est elle qui va nous expliquer comment ça s'est monté avec l'historique sur les aspects libre savoir. Ensuite, c'est Dominique Cagnon qui nous présentera le projet donc à AgroParisTech, donc ce qui me permettra de faire le lien entre les deux. Ensuite, c'est Jérôme qui nous présentera les moyens de diffusion. Donc, je sais qu'il va y avoir pas mal d'expérience aussi avec Guillaume. Donc, présentation technique par Guillaume, architecture du système, serveur, schéma Apple, photo. Là, c'est là qu'on va voir si ça marche ou pas, si j'ai bien compris. Voilà. Donc, la production de podcast proprement dit, parce que vous savez que la séance de podcast va être podcastée, donc c'était vraiment le moins qu'on puisse essayer de faire.
Et donc présentation de podcast, donc expliquer les différentes manières de réaliser une vidéo, insister sur le fait qu'une vidéo peut être validée avant d'être mise en ligne. Donc ça, c'est dire, on vous fera passer des petits messages au fur et à mesure, hein, parce que tout ça, tout le monde peut participer, mais il faut quand même qu'il y ait une cohérence d'ensemble et qu'on ne se retrouve pas avec des choses un peu bizarres de temps en temps sur le site. Ensuite, il y aura une captation en amphi. Donc là, c'est Omer qui nous fera ça de la régie. Hein. Et puis, alors, matériel nomade, production offline. Alors là, je ne rentre pas dans les détails parce que ça, c'est très technique. Je laisserai les spécialistes faire. Et nous aurons le témoignage d'un enseignant qui a accepté de participer pour montrer l'intérêt pédagogique du système. Ensuite, il y aura un témoignage d'autres participants, donc qui est là, qui nous arrive, un Clermontois qu'on connaît bien. Merci Philippe d'avance. Présentation, alors au niveau communication, ça c'est moi qui vous en parlerai, et puis après on vous expliquera comment participer, etc. Donc il y aura plein d'informations, et puis surtout j'espère après des échanges. Voilà, donc là je vais passer la parole à Madame Le Marchand. Voilà. J'attrape juste quelques papiers. Bonjour à tous. Donc je suis Sarah Le Marchand, je travaille à Télécom ParisTech. Et donc là aujourd'hui, je suis parmi vous avec une casquette qui est celle habituellement d'Arnaud Galisson, qui est chef de projet du projet ParisTech Libre Savoir, et donc qui s'excuse de ne pas être parmi nous, et donc que je remplace aujourd'hui. Donc l'idée, c'est en fait de vous brosser très rapidement le cadre dans lequel est né en fait le projet, enfin l'idée enregistrement et podcasting de cours. Merci. Juste un petit retour sur ce que c'est que ParisTech. Je pense qu'il y en a un certain nombre d'entre vous qui savent maintenant couramment ce que c'est que ParisTech, puisqu'on s'appelle tous ParisTech ou pratiquement. En tout cas, qu'on a associé ParisTech à notre nom de départ. Donc ParisTech, en fait, il s'agit au départ d'une association d'établissement et qui est qui est devenu établissement public en 2007, plus exactement, qui est ce qu'on appelle un PRES, c'est-à-dire un pôle de recherche et d'enseignement supérieur. Voilà, donc il est composé de 12 établissements, 11 écoles d'ingénieurs, donc je ne les passerai pas en revue, vous voyez les différents logos ici, et une école de management qui est HEC. Quelques chiffres que j'ai rappelés, mais bon, là c'est moins le sujet, simplement à noter qu'on atteint une certaine masse critique, effectivement, à être tous ensemble. Si tu peux passer au suivant. Merci. Donc, quelques éléments sur le projet ParisTech Libre Savoir. D'abord, notez que dans la structure de ParisTech est composée de plusieurs commissions que je ne passerai pas en revue. Mais ce qui est intéressant, c'est que notre projet se situe dans la commission enseignement. L'idée du projet, en fait, c'est d'abord de déployer un catalogue de formations et de ressources pédagogiques qui soit en ligne, qui soit ouvert à tous. Et à l'occasion de cette mise en place de catalogue de formation, de permettre et d'offrir en fait aux différentes écoles de ParisTech un ensemble cohérent et homogène de descriptifs de cours, de formation. Alors, ce projet-là, en fait, il poursuit trois principaux objectifs que vous avez ici, qui sont d'abord de contribuer au partage des savoirs, donc contribuer au partage des savoirs au niveau des écoles d'ingénieurs, à la fois à un niveau national, mais aussi à un niveau international. Comment? En mettant à disposition de tous, donc ouvert sur Internet, des ressources pédagogiques qui soient actualisées, c'est-à-dire des ressources pédagogiques qu'en fait on utilise nous-mêmes au sein de nos cours. Ça, c'est pour le premier objectif poursuivi. Le deuxième, il s'agit de construire une dynamique, non pas une dynamique TIS, j'aurais tendance plutôt à dire une dynamique autour des usages des TIS. Et j'y reviendrai. Il y a en particulier un groupe qui s'appelle Pratique TIS qui travaille sur cette problématique au sein du projet, et le groupe
podcasting qui est tout à fait effectivement dans cette dynamique-là, l'idée étant de mutualiser les avancées des différentes écoles pour aller un petit peu plus vite. Voilà, et partager un petit peu nos expériences en termes d'accompagnement des enseignants, en termes d'outils que l'on peut proposer de manière à effectivement mieux répondre aux différents besoins que l'on peut noter dans nos écoles. Troisième objectif qui est poursuivi par ce projet, il s'agit de renforcer à la fois la visibilité du PRES, mais aussi de chacune des écoles. Renforcer cette visibilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire la renforcer de manière à favoriser un recrutement au niveau national et international de nos étudiants, d'une part, mais également des enseignants-chercheurs. Donc c'est montrer effectivement à l'extérieur ce que l'on fait en s'appuyant sur, en particulier, nos unités d'enseignement, mais également les ressources pédagogiques que chacun met à disposition des élèves. Donc ces trois objectifs-là, en fait, d'abord, un élément important, les 12 écoles de ParisTech sont représentées dans ce projet et sont actives. Ces trois objectifs-là que je viens d'énoncer, en fait, ils ont déjà une réalisation au travers du portail ParisTech Libre Savoir, qui a été ouvert à partir de 2005, donc qui a connu différentes versions, qui a évolué. Je vous ai noté l'adresse à laquelle vous pourrez le consulter et voir un petit peu ce qu'il y a déjà. À noter qu'il y a déjà, par exemple, 400 unités d'enseignement. Je ne sais pas si vous parlez d'unités d'enseignement, en tout cas chez nous à Télécom, c'est ce qu'on emploie comme terme. Unités d'enseignement, par exemple, pour lesquelles les équipes d'enseignants ont choisi d'ouvrir leur site pédagogique. Ce qui n'est pas rien. Également, peut-être un chiffre à vous donner, c'est un portail qui, en moyenne, a 50 000 visites uniques mensuelles, ce qui n'est pas rien non plus. Ces visites, les visiteurs, nos internautes, proviennent à la fois pour 70% du territoire français, mais pour 30% de l'international. Donc il y a un vrai potentiel. Un point fort sur lequel je voulais juste insister, c'est qu'on est parti sur ce projet à partir de ressources existantes. L'idée, ce n'était pas d'inventer tout, mais bien de valoriser l'existant, ce qui existait déjà dans chacune des écoles, avec des écoles qui étaient plus ou moins avancées, et de mutualiser afin d'aller plus vite. Enfin, un dernier élément sur Libre Savoir, nous sommes membres depuis 2006 d'un encore plus gros portail qui s'appelle Open Courseware Consortium, qui est piloté par le MIT. Et alors là, on arrive effectivement avec, il y a plus de 200 universités qui effectivement ont la même démarche que nous et qui sont référencées dans cet Open Courseware Consortium. Donc une échelle encore un petit peu supérieure. Alors, si on regarde un petit peu plus rapidement sur ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire le projet podcasting, je brosse très rapidement ses origines. En fait, en 2007, ce qui s'est passé, c'est que voyant que différentes universités, à l'international ou non, se penchaient sur l'enregistrement de cours, le podcasting, etc., mettaient déjà à disposition des cours en ligne, les écoles de ParisTech se sont posé la question de la pertinence de ce type de ressources pédagogiques au vu de ce qui existe déjà, ce qu'on met déjà en ligne. Alors, plutôt que de parler longtemps, on s'est dit, on va commencer déjà par expérimenter concrètement ce que ça recouvre, que cet enregistrement de cours et la notion de podcasting. Donc, on a lancé pendant les années 2007-2008 une grosse expérimentation avec 3 actions. Une action d'abord qui était une enquête concernant les pratiques et les équipements liés au podcasting de nos étudiants. Donc, sondage massif des étudiants des différentes écoles, qui en fait a recueilli à peu près 800 réponses d'étudiants, qui en fait nous a permis de nous rendre compte,
que nos étudiants étaient prêts et équipés. 2, qu'ils imaginaient déjà des usages. Alors, sur ces usages-là, parce qu'on a essayé de les chatouiller quand même, hein, imaginez, qu'est-ce que vous pourriez en faire, comment on pourrait vous le proposer, etc. Sur ces usages-là, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il le positionne à la fois en termes de complément de cours, ce qui est ressorti très fort, c'est attention, la relation pédagogique que nous avons avec nos enseignants est importante et ne peut pas être remplacée par ce genre de ressources, première chose, mais elle a vraiment son intérêt en termes de, par exemple, pour réviser les cours ou même pour les étudiants non francophones qui, parfois, effectivement, sur certains cours, ont besoin de reprendre les choses à leur rythme. Donc nos étudiants semblent prêts, en tout cas ceux qui ont répondu. Deuxième grosse action sur le podcasting, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place une expérimentation grandeur réelle avec différentes situations avec des enseignants-chercheurs volontaires. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a été enregistré dans différentes écoles des cours avec des situations soit de cours en amphi, soit de cours en petite classe, une situation d'un enseignant qui était sans élèves, pas en nombre de 100, mais vraiment seul, pour voir un petit peu comment ça se passait aussi pour lui. Et puis également des situations de travaux dirigés. Comment ça se passe? Comment est-ce qu'on peut capter ce genre de situation? Retour des enseignants, ça s'est globalement bien passé. Voire un signe fort, l'ensemble des enseignants étaient partants à la fin pour recommencer. Donc, ce qui est quand même assez significatif, en tout cas, je trouve. Troisième temps, une table ronde qui nous a permis en fait de faire la synthèse avec les acteurs concernés, à savoir les enseignants, mais aussi certains membres des équipes des services informatiques et audiovisuels. Donc là, ça a réuni une 50aine de personnes et ça nous a permis effectivement de proposer des scénarios en termes d'usage de ce type de ressources pédagogiques. Voilà, donc on a basculé en 2008-2009 avec le groupe podcasting au niveau de ParisTech qui est piloté par Jérôme Fitoussi. Et donc on a reçu effectivement un financement de l'Île-de-France, ce qui nous a permis effectivement de déployer une solution qui, à l'heure d'aujourd'hui, est déployée dans un certain nombre d'écoles avec des avancées diverses. C'est-à-dire que ici, par exemple, vous avez déjà entamé effectivement toute une volée d'enregistrement, de mise en ligne, voilà. D'autres sont plus en train d'expérimenter ce type de modalité, d'autres de mettre en place des actions d'accompagnement des enseignants, voilà. Mais en tout cas, il y a déjà 7, si je ne dis pas de bêtises, 7 écoles de ParisTech qui sont déjà engagées dans cette problématique. D'autres qui vont suivre et qui attendent un petit peu de voir comment on s'en sort. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vous laisse la parole. Merci Sarah. Alors on va continuer après la présentation générale du projet à ParisTech par la présentation par Dominique Cagnan, qui est donc le directeur des systèmes d'information. Il va nous parler un petit peu du projet, mais cette fois-ci à AgroParisTech plus particulièrement. Oui, alors je voudrais mettre en perspective tout ce qu'a dit Sarah et le projet donc ParisTech dans le cadre d'un contexte qui est beaucoup plus large que ce que fait ParisTech actuellement et qui part d'un constat. Alors ce constat, on l'a fait au moment de la fusion. Finalement, la fusion AgroParisTech nous a permis finalement de nous poser un certain nombre de questions sur finalement le système d'information d'une façon générale et le contenu pédagogique étant un élément majeur du système d'information. Et on est arrivé à un constat, donc, qui est le constat qu'a listé Sarah, le constat ParisTech, c'est qu'on avait un souci chez nous, c'est déjà que le numérique occupait une place beaucoup trop faible chez nous. Et avec un risque important, c'est finalement d'être en retard par rapport à beaucoup d'autres écoles et aux universités qui ont bénéficié de tout un programme de création de campus numériques par leur ministère de tutelle.
L'autre constat, donc, c'est qu'effectivement, les usagers, enfin, on va dire les étudiants notamment, et avant tout, sont plus en avance que nous et finalement sont dotés d'équipements et ont des habitudes qui vont bien au-delà des habitudes, notamment AgroParisTech, enfin, les outils que l'on utilise pour la pédagogie. Et que ce décalage, si on ne s'en occupait pas et qu'on n'essayait pas de le résoudre rapidement, ça allait nous créer des problèmes assez vite. Alors, la visibilité, alors pareil, alors au-delà du phénomène de mode, parce que c'est vrai que les TIS, bon, on en a beaucoup parlé, on les a mis à toutes les sauces, mais il y a quand même un constat que l'on fait, c'est que la visibilité de notre établissement passe avant tout maintenant par les moyens de communication modernes et donc Internet. Donc une absence de visibilité sur Internet, c'est un établissement qui n'existe pas ou peu. Le constat, d'ailleurs, bon, ParisTech l'a fait, mais de toute façon, il y a le rapport Isaac qui avait été rendu notamment au gouvernement il y a 3 ans, qui pointait l'urgence pour les établissements de France de résoudre au plus vite ce problème de lisibilité. Et donc, là encore, pouvoir attirer des étudiants, et notamment à l'international, puisque là encore, pour qu'un étudiant ait envie de venir chez nous, son premier réflexe va être de se connecter sur Internet et de voir ce que l'on propose. Voilà, donc ça c'était des constats au moment de la fusion. La difficulté, c'est comme d'habitude les moyens, l'organisation et les moyens pour y arriver et d'essayer finalement de répondre à cette problématique. Alors, pour ce qui est des objectifs, on s'est fixé donc un objectif global. Alors, c'est un objectif dont on a beaucoup parlé avec la direction générale. C'est que effectivement, il fallait chez nous développer le plus rapidement possible une politique TIS et de développer une politique d'infrastructure qui va avec. Parce que parmi donc, les constats que l'on peut faire, c'est que c'est du matériel qui coûte très cher et par un contexte budgétaire qui est un petit peu difficile depuis quelques temps. Alors, ce que l'on a fait, c'est qu'au moment de la fusion, on a créé une direction des systèmes d'information et on s'est dépêché au sein de la DSI de créer un pôle TIS, donc piloté par Jérôme, pour justement prendre en compte la spécificité des TIS, qui est un domaine à part entière. Et parmi les objectifs, on s'en est fixé à court, moyen et long terme. Évidemment, ce n'était pas de passer au tout numérique d'un seul coup, et de toute façon, ce n'est pas comme ça qu'il faut procéder, mais c'était quand même de se doter de moyens permettant de produire du support numérique. Alors le support numérique, après on en fait ce que l'on veut, bien sûr, on n'est pas obligé de tout mettre en ligne, on n'est pas obligé de l'ouvrir à tout le monde, bien évidemment, mais il y a quand même des priorités, c'est déjà de se constituer un patrimoine pédagogique, et on s'est dit que le fait de l'enregistrer, c'est un moyen de le pérenniser, d'une part. Le matériel peut effectivement donc apporter des moyens, des outils pédagogiques qui ne viennent pas en substitution de l'enseignant, bien évidemment, mais par contre qui peuvent se révéler un moyen très efficace pour enrichir l'enseignement, le compléter, voire pallier un certain nombre de difficultés. L'exemple, en période de forte grève, des étudiants n'ayant pas pu suivre un cours pourraient quand même malgré tout suivre, le diffuser sur Internet, même si ça ne remplace pas le présentiel, c'est quand même mieux que rien. Alors, voilà, donc tout ça c'était des constats, c'était des objectifs. Ce que l'on a fait, et c'est pour ça que je vais élargir un petit peu le projet ParisTech, parce qu'au sein d'AgroParisTech, nous avons entamé un dialogue avec la région Île-de-France, et il s'avère que la région a été très intéressée par ce que l'on voulait faire. Donc l'objectif, moi je suis allé les voir, et je leur ai dit, voilà, à l'agro, on a un savoir-faire scientifique et pédagogique, on voudrait avoir des moyens pour le valoriser, et pour créer ce qu'on appelle un campus numérique. La région Île-de-France a tellement été intéressée qu'elle nous a financé à hauteur de 91,6%. Donc on fonctionne en mode dérogatoire et il nous a apporté une somme d'argent qui est conséquente, 1,2 million d'euros,
pour développer tout le socle infrastructure de ce campus numérique. Et finalement, donc ce que l'on va vous présenter après, c'est la brique contenue du campus numérique qui va intégrer plus de choses. Le campus numérique en lui-même va être le socle technique qui va héberger le contenu. Et le projet a encore changé de dimension quand finalement Télécom ParisTech, Polytechnique et nous-mêmes, on a décidé de faire ce campus ensemble parce qu'on avait les mêmes objectifs, on voulait faire la même chose et on s'est dit que autant le faire ensemble, ce qui a encore plus intéressé la région Île-de-France, justement, que ce soit un projet qui finalement est une portée qui soit plus large. Alors, ce n'est pas un projet ParisTech, parce que autant ce que l'on va vous présenter là pouvait être ParisTech, autant la création globale du campus numérique ne peut pas l'être encore, de par la complexité que ça représente, et du fait que les écoles ont un mode de fonctionnement, enfin chaque école a son propre mode de fonctionnement. Donc le choix qui a été fait, qui est un choix difficile qu'il a fallu argumenter auprès de ParisTech, c'est de limiter ce projet de création de campus numérique à Télécom, l'X et nous, et pendant 2 ans, et ensuite ce projet sera ouvert aux autres écoles de ParisTech, bien évidemment. Voilà. Donc ce que vous allez voir, c'est finalement toute la brique création de contenu, avec, donc là j'insiste sur ce point, c'est vraiment, il faut le voir comme des outils qui peuvent aider dans la pédagogie et qui sont là finalement pour faciliter les enseignements, pour faciliter l'enseignant et pour éventuellement permettre un certain nombre de choses qui ne seraient pas possibles autrement. Donc voilà, ce que je dirais donc, en tant que DSI, c'est surtout n'hésitez pas à nous solliciter, donc on est là pour vous aider. Si vous avez du besoin en termes de création de contenu, le pôle TIS est là pour vous aider et les autres pôles également de la DSI. Voilà. Merci Dominique. Alors, pour continuer, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet, après ces présentations très intéressantes, ParisTech ou AgroParisTech. Juste une petite chose peut-être pour définir un petit peu le podcast, parce que c'est vrai que c'est un mot dont on entend parler, mais on ne sait pas toujours vraiment ce que ça représente. Alors, j'ai pris une définition sur Internet, sur Wikipédia, qui écrit donc un podcast, c'est un moyen de diffusion de fichiers audio ou vidéo qui permet à l'internaute de s'abonner. L'abonnement est un concept important dans le mot podcast, c'est-à-dire qu'on va s'abonner à une chaîne de podcast et on va recevoir automatiquement les nouveaux épisodes, entre guillemets, qui peuvent être les nouveaux cours, mais ça peut être aussi des conférences ou des reportages. Et on va pouvoir donc s'abonner et ensuite les télécharger soit sur son ordinateur, soit sur son téléphone portable. Il y a aussi la notion de mobilité qui vient de la première partie du mot podcast, qui est donc pod, qui vient du mot iPod, et le mot cast qui vient du mot broadcast, c'est-à-dire diffusion en ligne de vidéos. Donc on va commencer par vous présenter les moyens de diffusion de ces podcasts. Sur le serveur de podcast AgroParisTech, on dépasse un petit peu le cadre uniquement pédagogique, puisqu'on va trouver aussi des vidéos qui ne sont pas directement en rapport avec de l'enseignement, comme par exemple des vidéos de communication de l'école ou des reportages sur par exemple, on verra qu'il y a un reportage sur la ferme de Grignon ou de différents types de reportages, ainsi que des conférences qui sont filmées. Ensuite, on passera à la partie comment créer en fait ces vidéos-là. Donc la production de podcasts, on verra qu'il y a différentes manières de faire. Pour vous présenter les moyens de diffusion, je pense que le plus simple, c'est de vous montrer le site principal de podcast, qui est déjà rempli d'un certain nombre de vidéos. Je crois qu'il y a déjà une centaine pour AgroParisTech. Donc on peut y accéder à partir du site institutionnel AgroParisTech. On a un petit bouton en bas à droite sur la première page qui nous amène donc sur cette page d'entrée des podcasts AgroParisTech, car en fait on va voir qu'il y en a plusieurs. Le système dans son ensemble est organisé en 2 parties. Il y a ce qu'on a appelé le podcast général. C'est là où on va mettre l'ensemble des vidéos
Par exemple, ça peut être des conférences, des reportages. Et on va avoir aussi des chaînes thématiques où on va retrouver uniquement des vidéos qui ont un lien entre elles. Donc pour l'instant, on a 4 podcasts thématiques. On a par exemple un cycle de conférences qui, comme il y avait un certain nombre de conférences sur le même thème, on a préféré ouvrir une chaîne dédiée. Donc ici, c'est par exemple un colloque qui a eu lieu il y a à peu près un an, hein, sur l'évolution de l'évolution. Donc on voit un peu à quoi ressemble la présentation. Pour chacune des vidéos, alors on va aller en voir une par exemple, hein, on a la possibilité de la regarder en ligne ou de la télécharger. Le téléchargement est optionnel, on n'est pas obligé de proposer le téléchargement pour toutes les vidéos. On peut aussi, si on le souhaite, hein, uniquement proposer le visionnage en ligne. Donc ici, par exemple, on voit le début d'une conférence qui a eu lieu dans cet amphi, d'ailleurs. Alors c'est une conférence en anglais. Bon, on regardera au fur et à mesure quelques petits extraits de vidéos, mais pour le moment je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble le podcast le plus général. Donc on a un ensemble de vidéos qu'on peut trier pour une meilleure navigation. Il y a un système de mots-clés, il y a un système de vidéos qu'on place en actualité et un système de vidéos qu'on sélectionne pour proposer celle-là plus que d'autres, hein. Donc on peut se balader sur le site. On a à droite des mots-clés. Alors par exemple, on pourrait chercher des conférences de chimie, par exemple. Donc je vais cocher chimie et conférences. Hop. Et là, je vais avoir un ensemble de conférences de chimie, hein, comme le nom l'indique. Alors là, on tombe sur des conférences de Hervé Thys, qui viendra nous parler plus particulièrement de son expérience tout à l'heure. On peut aussi se balader grâce aux actualités, par exemple. On va aller voir les actualités. Donc dans les actualités à la une, on a par exemple un cours c'est aussi de la chimie, hein. Donc là c'est un exemple donc, de vidéo vraiment pédagogique, puisque c'est un cours qui a été enregistré en situation réelle avec des élèves. On voit qu'on a un petit système de titrage, hein. On va mettre un petit peu le son. Donc là, c'est un exemple de cours où on a à la fois la vidéo donc, de l'enseignant, ici Douglas Rutledge. Et si on attend un petit peu, on va voir qu'on a aussi la possibilité d'avoir les PowerPoint qui sont utilisés par l'enseignant, qui sont mis de part et d'autre. Alors on va voir tout après qu'on a plusieurs manières de faire. On peut par exemple mettre le PowerPoint d'un côté, l'enseignant de l'autre côté. On peut bien sûr mettre en plein écran, hein, la vidéo. Donc là, on est en train de la regarder en ligne. Si on le souhaite, on peut aussi la télécharger. Différentes façons de dire la même chose. Parce que C'est un petit peu mon expérience, c'est que différentes personnes comprennent des choses mieux avec différentes façons de le présenter. Donc ici, c'est de la chimiométrie. Hein, c'est une matière peut-être un petit peu facile à Si suivre. vous avez compris tout de suite avec le premier exemple, les deux autres, ça fait... On va regarder maintenant les podcasts thématiques. Alors je vous en ai déjà montré un tout à l'heure, c'était la théorie de l'évolution. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est comment s'abonner à un podcast. Donc ici, nous avons une chaîne thématique qui est associée au colloque de Clermont-Ferrand, dont Philippe vous parlera un petit peu plus dans le détail tout à l'heure. On voit que sur le site, on a un petit bouton en bas à droite qui nous permet de nous abonner. Alors il y a différentes manières de s'abonner. Les deux principales, c'est d'utiliser le logiciel iTunes, qui est disponible en série sur les Macintosh, mais qu'on trouve aussi sur les PC Windows. Et on peut aussi s'abonner par flux RSS. Je vais vous montrer l'abonnement iTunes, qui est peut-être plus parlant. Donc il me suffit en fait de cliquer sur s'abonner sur iTunes. Et ensuite, quand je vais aller dans iTunes, je vais pouvoir automatiquement récupérer les nouveaux épisodes. Par exemple, pour le colloque 2011 ou 2012, il y aura sans doute de nouvelles vidéos. La personne qui se sera abonnée au préalable les recevra automatiquement. Donc voici, alors là je suis sur un Mac, hein, donc on a le iTunes pour Mac. On voit que je suis déjà abonné à un certain nombre de chaînes de podcasts, comme les débats de l'agro, le podcast général AgroParisTech. Et on voit en haut là que je suis en train de télécharger la vidéo d'Albert Jacquard, je ne sais pas si vous arrivez à lire, voilà.
Et hop, voilà, on voit apparaître maintenant une nouvelle chaîne d'abonnement qui est l'abonnement au podcast Ingénierie et développement durable des territoires. Donc très facilement, on peut s'abonner à des chaînes de podcast, recevoir automatiquement les nouvelles vidéos et éventuellement les transformer sur son téléphone type iPhone ou d'autres téléphones portables qui ne sont pas forcément Apple, pour pouvoir les regarder à l'endroit que l'on souhaite. Un dernier point sur ce site, on a aussi la possibilité, si on veut, d'avoir des chaînes de podcasts thématiques qui ne sont pas en accès libre. Alors pour l'instant, il y en a 2 qui ont été créées. Donc ça peut être par exemple dans le cadre d'un enseignement où le professeur ne voudrait pas que l'ensemble des internautes puissent accéder à ces vidéos, voudrait le limiter à ses élèves. Donc on a la possibilité de mettre un système de mots de passe. Donc ici nous avons des séminaires INRA. On voit qu'on nous demande un mot de passe pour pouvoir y accéder. Par contre, je vais pas rentrer. En tout cas, il y a la possibilité donc de protéger en fait les podcasts par des mots de passe, si on le souhaite. Ce qui n'est pas a priori par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, Dominique et Sarah, la logique la plus générale, puisqu'on souhaite quand même diffuser un maximum l'information au grand public, mais dans certains types d'enseignements, ou par exemple le deuxième podcast réservé, c'est pour le service des concours, donc c'est vrai qu'effectivement il n'y a que les personnes qui vont passer le concours qui doivent regarder ces vidéos-là. On a la possibilité technique en tout cas de limiter la diffusion. On a encore des possibilités de diffusion autres que sur ce serveur de podcast, puisque les vidéos qu'on a créées, on n'est pas obligé finalement de les placer sur ce serveur-là, on peut les utiliser de différentes manières. Par exemple, je vais vous montrer comment on a intégré sur le site institutionnel AgroParisTech une vidéo. Donc là, en l'occurrence, c'était pour les résidences universitaires de Grignon. Donc là je suis sur la page du site institutionnel AgroParisTech qui explique un petit peu toutes les modalités pour les étudiants pour s'inscrire à cette résidence, et on voit que sur le site on a incorporé une vidéo qui a été réalisée dans le même cadre de projet, quoi. Donc là ce sont des témoignages d'étudiants. Pour info, donc j'ai vu des étudiants il n'y a pas longtemps, cette vidéo a été beaucoup regardée, et il y a même des étudiants qui ont décidé finalement de choisir ce site-là plutôt qu'une autre école par rapport à la vidéo. Alors c'est vrai qu'on a eu de la chance parce que le jour où on a tourné il faisait très beau. C'était très sympa. Donc ça donnait peut-être plus envie qu'en hiver, mais en tout cas c'est... Quand on voulait, et puis les locaux étaient bien aménagés. Tous les étudiants sont en fait logés sur le même site, qui est donc ce site de Plaisir Grignon, dans les 4 bâtiments, les 4 résidences qu'il y a là, A, B, C et D. On doit être 220 en tout à peu près, et donc on est répartis sur 3 étages dans ces 4 bâtiments. Chacun a sa chambre avec sa salle de bain et ses WC, donc ça c'est assez... Voilà, c'est bien. Alors on a les commentaires bien sûr des étudiants. Hein. Une vingtaine de mètres carrés. Il y a un petit donc travail de montage derrière. Plutôt agréable comme espace. Bon alors là, surtout sur le vidéoprojecteur, on a la qualité d'image qui est un petit peu abîmée. Qui était déjà meublée, lit, armoire, bureau, frigo, avec en plus une salle de bain. L'aménagement de la chambre, donc moi quand on rentre sur la gauche, il y a tout de suite la salle de bain, donc une petite salle de bain avec une douche, un lavabo, des toilettes. Et après, la chambre, il y a la fenêtre en face. Voilà, donc je vous laisserai aller regarder la suite par vous-même, hein, on va pas tout regarder. Juste pour vous montrer un autre exemple, c'est une vidéo promotionnelle pour un master spécialisé, donc le master Alizé. On a aussi, dans le cadre de ce projet, réalisé une petite vidéo pour présenter le master spécialisé Alizé. Donc là, on est allé aussi... faire des témoignages d'étudiants. La sécurité sanitaire est un concept émergent construit au rythme des crises. Les entreprises des secteurs économiques de l'alimentation, de l'eau, de l'environnement intègrent la gestion des risques associés au cœur de leurs décisions stratégiques. Elles visent en particulier 4 objectifs. Un haut niveau de sécurité des produits mis sur le marché, la sécurisation des modalités de production, le développement d'avantages concurrentiels autour de l'organisation et du management, les dommages et la réparation.
Notre programme propose de relever ces défis pour mieux inventer les modes d'intervention de demain. Donc c'est un autre exemple, pareil, je vous laisserai aller regarder l'intégralité de la vidéo si vous êtes intéressé pour faire le master Alizé ou simplement pour voir ce qui a pu être fait comme vidéo. Alors il y a d'autres masters qui sont intéressés pour réaliser ce type de vidéo-là. C'est vrai qu'on dépasse un petit peu l'objectif initial présenté par Sarah, mais on atteint d'autres objectifs qui sont aussi intéressants pour l'école. Et donc on a pas mal de demandes sur ce type-là de vidéos en ce moment. Une autre manière d'intégrer les vidéos sur notre site, c'est bien sûr à partir de ParisTech Graduate School Libre Savoir. Donc voici le site dont vous parlait Sarah tout à l'heure, pour ceux qui ne l'auront pas déjà vu. Donc on a un ensemble d'unités d'enseignement qui sont décrites à la fois au niveau de leur contenu, de leur programme. On a un descriptif des ouvrages proposés par les différentes écoles, descriptif des thèses, et on a aussi un ensemble de ressources pédagogiques associées aux différentes unités d'enseignement. Donc ces ressources pédagogiques, jusqu'à 2007-2008, c'est à peu près ça, étaient pour essentiellement des supports de cours type PDF, PowerPoint, fichiers Word. Et l'idée était donc de mettre plus de cours filmés, de vidéos de cours. Donc là, on va pouvoir se balader. Alors on va fermer l'autre fenêtre quand même, parce que sinon on va entendre les deux à la fois. Donc on va prendre au hasard mathématiques appliquées et statistiques. Donc on a une description qui est pour cette là assez courte, mais on va voir que sur le site donc, de Libre Savoir Graduate School, on va avoir un lien direct vers une vidéo hébergée. Vous reconnaissez le graphisme hein, sur le site de podcast. Et par exemple ici on a un cours de mathématiques, alors en l'occurrence c'est de la statistique inférentielle de base, qui a été donc filmé il y a quelques mois. Hein. Et c'est des révisions de cours de première année, donc par exemple là l'utilité c'est pour les nouveaux étudiants de pouvoir accéder aux révisions avant les examens par exemple. Vous voyez en bas la possibilité de télécharger dans différents formats, notamment on a la possibilité si on le souhaite, hein, ça c'est après la personne qui fait la vidéo qui choisit, de récupérer uniquement l'audio. Notamment par exemple pour les personnes qui ont des baladeurs audio et qui voudraient écouter les cours dans les transports en commun par exemple. Qui n'auraient pas la possibilité de lire des vidéos. Donc voilà un début d'un cours. Donc vous voyez qu'on a des vidéos qui ont des durées assez différentes. Hein. Ça va de 2 minutes pour certaines vidéos promotionnelles à 2 ou 3 heures pour des cours plus longs. Ici c'est un cours d'1h40. Vous voyez aussi qu'on a la possibilité de filmer des cours qui utilisent à la fois des PowerPoints, comme on a vu tout à l'heure avec le cours de chimiométrie, ou des cours plus traditionnels, comme ici avec un tableau noir. Estimation, test. Alors une dernière façon de diffuser les vidéos qu'on aura créées, c'est d'utiliser une plateforme publique. Alors pour AgroParisTech, on a choisi la plateforme Dailymotion, qui est un petit peu l'équivalent de YouTube. Ce sont des concurrents en fait, hein. Et donc on a ouvert un espace Dailymotion sur lequel donc on va faire des petites recherches sur AgroParisTech. Hein. Alors à partir du moment bien sûr où on utilise une plateforme publique, on a par contre certaines contraintes, notamment des contraintes publicitaires. Par exemple, je vois que Hervé nous rejoint. On a mis en ligne là récemment donc une conférence qu'il avait donnée. Alors c'était pas AgroParisTech, c'était à l'école du Cordon Bleu. Alors on a encore de la publicité. Alors ce qui est un petit peu embêtant avec ce genre de plateforme, c'est qu'il y a de la publicité. Hein. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui passent. Donc par exemple pour les vidéos promotionnelles, c'est assez intéressant. Sur le site de podcast, bien sûr, il faut diffuser l'adresse pour y aller, ou que les gens soient déjà abonnés, ou en tout cas qu'ils soient déjà un petit peu dans la boucle, je dirais. Pour Dailymotion, on a des gens qui font des recherches, qui cherchent absolument pas des informations sur des écoles d'ingénieurs, et qui vont pouvoir tomber sur des vidéos réalisées par AgroParisTech, notamment les vidéos réalisées par le Musée du Vivant dans le cadre de Ecolib TV, c'est-à-dire des vidéos plus généralistes sur les sujets de l'environnement et du développement durable.
Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va vous présenter comment ça fonctionne techniquement, rapidement. Donc c'est Guillaume qui va vous parler un petit peu de ça. Ensuite, ce qu'on fera, c'est qu'on va vous montrer comment ça se passe pour un enseignant pour lancer un enregistrement. Donc on a pris une caméra, on le fera un petit peu en situation réelle. Et puis on vous montrera les différentes façons qu'on a pour réaliser des vidéos. Merci Bonjour Jérôme. Guillaume. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. Alors je vais essayer de vous expliquer comment concrètement fonctionne une chaîne de production de podcast. Classiquement, quand on veut mettre en ligne un enregistrement, donc on va d'abord bien sûr faire une prise de vue, le filmer. Il va falloir faire un montage, généralement à minima avec un titre, une petite introduction, et préparer ce fichier pour pouvoir être diffusé sur Internet. Donc un encodage spécifique pour que les navigateurs Internet puissent le lire. Ça fait pas mal de tâches à accomplir, d'où l'idée, avec le groupe de travail de Balado Diffusion, de trouver une solution qui automatiserait ces tâches. Et on a retenu Podcast Producer, qui est une technologie Apple, qui fonctionne donc sur un serveur Apple, et qui va nous automatiser la phase de capture, de traitement et de diffusion. Donc voilà, le serveur il est chez nous, dans la salle des serveurs. Il y a une baie de stockage pour stocker toutes ces vidéos. Et donc voilà, on va s'intéresser plus particulièrement donc à ce processus de mise en ligne qui commence donc par la capture. La capture sera initialisée par un Mac. On est chez Mac, donc à la base, le point de départ, c'est un Mac qui a une application qui s'appelle Transfert de podcast qui va permettre d'enclencher l'enregistrement. Il faut savoir que cette application, on peut y accéder depuis un PC aussi avec un navigateur Internet. Donc on n'est quand même pas bloqué à l'usage d'un Mac pour pouvoir lancer un podcast. Donc cette application va nous permettre de donner un titre à cet enregistrement, lui ajouter un descriptif, et on va choisir un processus, c'est-à-dire une succession de tâches que le serveur devra accomplir en vue de sa diffusion. Donc le fichier, il part sur le serveur. Une fois qu'il est arrivé sur le serveur, il suit les tâches qu'on lui a demandées. Généralement, c'est un mini-montage avec une introduction. Il va récupérer le titre qu'on aura donné, la description, et on peut ajouter un logo si on le souhaite, des choses comme ça, un générique de fin. Et cette vidéo va être encodée au format qu'on aura défini. Bon, vous avez vu, nous, sur notre plateforme AgroParisTech, on a choisi du MP4 en grand format, petit format et MP3 pour l'écoute. Et après, il y a la dernière étape qui est la diffusion sur une plateforme. Donc, on a la possibilité de diffuser automatiquement sur les wikis que vous avez vus, les wikis gérés par Apple, mais l'autre solution aussi, c'est de stocker tout simplement ces vidéos sur le serveur et de les appeler, comme on a vu tout à l'heure, à partir d'autres plateformes. On va passer à la slide suivante. Alors là, c'est pour synthétiser un peu les différents cas de figure qui peuvent se produire quand on veut podcaster un enregistrement. Il y a différentes situations. La plus classique, c'est une capture audio simple. Dans ces cas-là, l'intervenant, il a un micro sur lui. Et c'est juste ce son-là qu'on va récupérer sur l'ordinateur pour l'envoyer sur le serveur de podcast. On peut vouloir enrichir cet enregistrement audio d'une diffusion informatique. Dans ces cas-là, on verra tout à l'heure dans des exemples un peu plus concrets comment on peut récupérer ce que l'intervenant projette sur le vidéoprojecteur pour le coupler à l'enregistrement audio. Et il y a aussi la solution standard, on va dire classique, qui est un film. Donc dans ces cas-là, il faut bien sûr une caméra et on privilégiera aussi l'usage du micro parce qu'au bout du compte, c'est la qualité audio de notre film qui va être le plus important. Donc ça, c'est pour vous montrer un peu les différentes situations. L'autre, là, c'est des situations d'enregistrement, on va dire, inline, direct. C'est-à-dire qu'on fait le cours où l'événement est lancé, on lance l'application de transfert de podcast. Quand c'est fini, on appuie sur finir et tout part va être traité, va être diffusé.
il y a des situations où on aura déjà, par exemple, des enregistrements préexistants qu'on voudrait envoyer sur notre serveur, ou alors des cas où on aura besoin de faire une post-production importante, plusieurs sources à mixer. Et dans ces cas-là, donc, on a un produit fini. On utilisera aussi transfert de podcast pour transférer le fichier sur le serveur et qui accomplira les routines d'encodage et de diffusion. Donc, voilà en gros comment fonctionne Podcast Producer, et on va peut-être maintenant passer à des exemples. Voilà, alors maintenant on va voir un petit peu comment produire ces podcasts. Alors comme disait Guillaume, il y a plusieurs manières de faire. Donc les deux grandes lignes, c'est la production soit online, c'est-à-dire on veut filmer et envoyer directement tout sur le serveur. Et à ce moment-là, on va avoir une page qui est créée et la vidéo qui est mise en ligne très rapidement. La deuxième solution, c'est on prépare notre vidéo. Par exemple, si on veut faire un montage, si on filme à l'extérieur, qu'il n'y a pas de prise de réseau ou des choses comme ça. Et à ce moment-là, on crée un fichier vidéo qu'ensuite on envoie et qui reçoit les mêmes traitements. Ce qui est intéressant quand on fait les enregistrements online, c'est qu'on n'a pas grand-chose à faire. En gros, on déclenche et puis on envoie, on publie. À l'intérieur de cette manière de faire, il y a plusieurs possibilités à AgroParisTech. La première dont on va vous parler, c'est la possibilité en amphi. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on a voulu faire cette présentation dans l'amphi Tisserand, dans lequel nous sommes, pas parce qu'on attendait un monde énorme, mais parce que cet amphi et celui du dessus, qui est l'amphi Rissler, sont équipés déjà pour filmer, pour enregistrer. Donc il y avait déjà l'équipement vidéoprojecteur, mais vous allez pouvoir voir là-bas, contre le mur en bas à droite de la fenêtre, et de ce côté ici, deux petites caméras qui sont des caméras de visioconférence qu'on peut utiliser pour filmer les cours ou les conférences qu'il y a dans les amphis. On a vu tout à l'heure par exemple une conférence qui avait lieu ici, elle avait été filmée à partir des caméras qui sont installées. Donc pour faire ceci, ce que nous allons faire, c'est que nous allons basculer sur la régie pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a dans la régie. Il y a deux possibilités de faire. Soit il y a un technicien qui est là pendant toute la conférence comme aujourd'hui, et on peut avoir quelque chose qui ressemblerait à une régie un peu comme à la télé, c'est-à-dire qu'on va choisir quelle caméra on passe, est-ce qu'on met le PowerPoint. Là, ça demande la présence d'un technicien. Soit on décide de mettre d'un côté le PowerPoint et puis en incrustation en petit la vidéo. Donc on va appeler Omer. Est-ce que Omer, tu nous entends? Alors Omer est donc dans la régie, Omer Kleichen, donc de l'atelier multimédia. Donc il est situé derrière les fenêtres. Alors d'habitude on ne le voit pas. Bravo Omer. Vous m'entendez? Coucou, bonjour à tous. Donc Omer est en train de faire la régie donc pour podcaster la séance d'aujourd'hui. Alors est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe cette régie? Alors cette régie, elle est commune à l'amphi Rissler et Tisserand. Faut savoir que dans ces amphis-là, on a deux caméras par amphi, une côté conférencier et une côté public, et que ces caméras sont pilotables. Je vais demander à Claire de se rapprocher, Claire Charrier, pour montrer un petit peu le dispositif Claire de fait pilotage. La caméra. Voilà. Alors, donc on a ce petit boîtier ici de commande, de pilotage de caméra. Donc, vous avez les écrans de retour des caméras direction conférencier et du public, et on peut les manipuler par le petit joystick, faire des zooms, chercher des positions, des conférenciers, donc c'est assez pratique. Donc là je change la deuxième caméra, je vais aller par hasard sur le public, voilà, et ces deux signaux, il va falloir choisir soit cette caméra pour pouvoir le retransmettre sur le podcast. Pour cela, on utilise un petit appareil, un petit mélangeur vidéo qui permet de choisir quelle source on va diffuser. Par exemple, ici, Claire, si tu peux juste zoomer sur l'écran de retour pour qu'on montre un petit peu le changement de source, voilà, donc là c'est moi forcément, mais on peut tout à fait basculer par exemple le PC et en même temps avoir le signal de retour, faire des petites incrustations qui peuvent être assez sympathiques. Donc voilà un petit peu au niveau de la captation vidéo ce qu'on peut faire. On a exactement le même système en Rissler, pareil, qui est pilotable
Donc voilà, au niveau des sources vidéo, de ce qui peut être fait en régie. Donc on peut aussi, si on le souhaite, en fait, envoyer ce signal-là pour faire de la visioconférence aussi. Absolument, j'allais y venir justement. On a un système de visioconférence, ce qui nous permet effectivement de communiquer avec les sites distants et d'envoyer de la même façon les signaux vidéo. Je vais peut-être vous montrer à ce moment-là un petit peu comment ça se passe en régie, si tu peux te rapprocher, Claire. Sur la baie technique, plus précisément, je ne sais pas si tu vas avoir assez de câbles, il faut espérer que oui. Excusez-nous, hein, on essaye de faire au mieux. Au niveau de déjà tout ce qui est micro, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vous montre juste simplement qu'on peut répartir les micros d'un amphi à un autre, régler les volumes éventuellement. Par exemple, voilà, on peut effectivement jouer sur les volumes. Et on a ici le codec du Visio qui nous permet de communiquer avec l'extérieur. Donc ça avait été fait, je crois, au mois de juillet pour une conférence où on avait fait de la visioconférence. Et tout le signal qui sort du mélangeur vidéo se retrouve ici sur la petite carte d'acquisition qui est reliée au Mac. Donc, ce qui nous permet de lancer le Voilà, donc là, on podcast. peut voir par exemple que nous avons commencé depuis 55 minutes à peu près. C'est bien ça, exactement. Donc, on est presque dans les temps. Exactement. Et on a la possibilité de l'enregistrer en local aussi sur une platine DVD en régie pour avoir une sauvegarde, voilà, le cas échéant. Ok, eh bien, Voilà, merci d'autres beaucoup questions, Omer. peut-être, non ? Ça ira ? Et... Bon. Pardon ? C'est bon ? C'est parfait. Bon, impeccable. Merci. Et donc Omer va continuer à sélectionner les caméras. Et merci à Claire Charrier qui est là. Qui est la caméraman. Voilà. Merci Claire. Alors on va revenir sur notre présentation. Donc juste pour dire bien sûr que pour les conférenciers, les enseignants, toute cette partie-là qu'on vient de voir est transparente. Hein, ils n'ont pas besoin de comprendre comment ça marche. C'était un petit peu pour vous montrer, pour voir les équipements qui ont été mis. On peut vous montrer éventuellement un exemple de vidéo qui a été donc réalisée avec ce système-là, mais sans technicien qui fait toutes les manips. Donc on a quelque chose de plus statique, je dirais, qui va ressembler à ceci. Donc on va voir, par exemple ici, on va voir qu'on a le PowerPoint en grand avec une incrustation du conférencier en petit. Donc ça ne demande pas le besoin d'un technicien, on peut lancer l'enregistrement et puis revenir à la fin du cours. In AgroParisTech. It's not the first time Daniel Gianola comes here. Donc là c'était Daniel Gianola, donc c'était la conférence dont parlait Omer qui avait eu lieu cet été, qui était en même temps qu'elle était podcastée, elle était aussi retransmise dans un centre INRA en tout cas par visioconférence. Donc maintenant, on va regarder comment on peut faire lorsqu'on a un cours qui n'a pas lieu dans un amphi, qui a lieu dans une salle de cours traditionnelle. Donc pour ça, on va vous montrer l'installation, ce qu'on amène dans la salle en fait, hein, pour vous faire une petite démonstration. Donc on installe rapidement un pied de caméra avec une caméra. Ici, moi je vais lancer l'application dont parlait Guillaume, qui est donc l'application transfert de podcast, qu'on trouve en série sur tous les Mac. Hein. Donc c'est une application assez simple d'utilisation. Donc on commence par se connecter. Donc au préalable, il y a des comptes utilisateurs qui ont été créés avec des droits, tout un tas de petites nuances. Donc là, je me connecte en tant qu'AgroParisTech. Une fois que je suis connecté, je vais pouvoir choisir ma source. Donc là, en l'occurrence, c'est une caméra. Donc on a le retour. On va faire comme ça. On a le retour sur l'écran de ce qu'on est en train de filmer. Donc là, on va faire un test très court pour vous montrer comment ça marche, pour que ça parte ensuite sur le serveur. Et puis, on va vous passer une petite vidéo qui explique plus dans le détail le fonctionnement. Donc, je lance un petit enregistrement. On a un petit top départ. Et maintenant, c'est parti. Donc, on peut filmer 10 secondes, 20 secondes. Hein. Donc vous allez apparaître sur un podcast qu'on effacera peut-être après, mais qu'on pourra vous transmettre si vraiment vous voulez. Alors on va dire que là on a terminé. Donc une fois que le cours ou la conférence est terminée, on va pouvoir la publier directement. On choisit ce qui s'appelle un processus, c'est-à-dire
C'est des petits détails concernant ce qu'on veut faire sur la vidéo. Est-ce qu'on veut mettre un titre? Est-ce qu'on veut mettre un filigrane? Des choses comme ça. Donc nous, on va faire avec un petit titre. Et donc on va l'appeler test. Alors il y a beaucoup de podcasts qui s'appellent test. Je ne sais pas pourquoi. Et là, le podcast est en train d'être finalisé. Il va être envoyé sur le serveur. Donc là, on peut voir l'avancement. Voilà, c'est terminé. Donc maintenant, ce qu'on vient d'enregistrer est parti sur le serveur. Il est en train d'être traité par le serveur et les grilles de calcul. On va vous montrer une petite vidéo où apparaît Gabriel Lang, qui n'a pas pu être là aujourd'hui car il est en Guyane. Donc Gabriel Lang, c'est donc un enseignant-chercheur de mathématiques à AgroParisTech, qui est le référent AgroParisTech pour le groupe de travail Libre Savoir ParisTech dont parlait Sarah tout à l'heure. Donc vous pouvez vous référer à lui si vous voulez mettre des cours en ligne, bien que moi aussi vous pouvez me contacter, il n'y a pas de souci. En tout cas aujourd'hui vous ne pouvez pas être là. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une petite vidéo qui montre rapidement à quoi peut ressembler l'installation dans une salle de cours. Donc on commence par la partie présentation avec commentaires, donc cette fois-ci il n'y a pas de caméra. Donc c'est pas très long à installer, mais quand même pour que ça ne dure pas trop longtemps, on l'a mis en accéléré. Hein. Donc vous reconnaissez peut-être Gabriel Lang qui est en train d'être briefé par moi-même pour voir comment il doit être installé. On utilise une micro-cravate sans fil pour plus de confort. Hein. Première étape, on prépare et on lance l'enregistrement. Donc ça c'est la phase que vous venez de voir. Donc là on est en temps réel, hein, je dirais. Donc ces opérations-là vous les avez vues en direct. La deuxième étape, c'est de lancer l'enregistrement lui-même. Donc cette fois-ci, vous voyez que sur le retour, on n'a pas une image, mais on a le PowerPoint qui est utilisé pendant le cours. C'est parti, le compte à rebours commence. Là, on a le cours lui-même. Alors, on a fait un cours très rapide pour cette démonstration-là. Alors, un exemple d'application de ces problèmes de localisation. Donc là, on a le son pris avec la caméra dans la pièce. C'est pas le son qui sera sur le podcast. On va voir la différence d'ailleurs. On va relever des positions des troncs sur un relevé plan des positions des troncs. On observe donc les données qui sont. Une fois que le cours est terminé, on envoie l'enregistrement sur le serveur de la même manière que je vous ai montré. Et une fois que la publication aura été faite, on va retrouver sur le podcast d'AgroParisTech notre vidéo. On va voir là que le son de l'orateur est meilleur. De ces problèmes de localisation dans l'espace, il s'agit là simplement de faire une cartographie de la position d'arbres dans la forêt. Et donc on fait un relevé des positions des troncs sur un relevé. Là on a la vidéo qui sera en ligne, celle qui sera regardable et téléchargeable. Où se trouvent les arbres et on voudrait avoir une... Alors en fait, la différence de son vient du fait que quand on a enregistré dans la pièce, on l'a fait avec le micro de la caméra, hein, mais par contre pour le podcast, Gabriel avait un micro, voilà. Mais le signal de son micro partait sur le podcast et pas sur notre petit making-of vidéo. Deuxième cas, un cours qui est filmé, donc une caméra, hein, comme ici. Les étapes sont les mêmes en fait. Hein. On se connecte, on lance l'enregistrement. Bien, bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un tour de rappel mathématique qui va vous servir dans les différents modules. Donc pareil, hein, même topo par rapport au son. Hein. On a le retour sur le Mac. Simplement, on va multiplier chacun des nombres du tableau par le réel. À la fin du cours, on envoie l'enregistrement sur le serveur. On rentre donc un titre, différentes petites infos, hein. Et la dernière étape, ça sera la publication, de la même manière que pour le PowerPoint commenté. De rappel mathématique qui va vous servir dans les différents modules qui vont suivre. L'objectif de ce cours est de vous rappeler les règles d'algèbre linéaire. Donc, toute cette matinée, on va parler d'algèbre linéaire, et plus précisément
en algèbre linéaire, on va rappeler les règles et les opérations qui concernent les matrices. Donc l'objet sur lequel nous allons travailler toute cette matinée, ce sont les matrices. Alors les matrices sont des tableaux de nombres. Un exemple de tableau de nombres. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est on va regarder si la vidéo qu'on vient de filmer a eu le temps d'être traitée. Alors c'est pas sûr. Le temps bien sûr de traitement et de mise en ligne dépend de la longueur de la vidéo. Donc là on a fait quelque chose de court, mais comme on a un serveur qui est mutualisé entre 12 écoles, il y a des fois une petite file d'attente. Dans l'objectif du projet, c'était de pouvoir avoir les vidéos le lendemain, quand un cours était fait. Donc on va regarder, et donc c'est là que ça va être un petit peu la surprise. Alors s'il n'est pas fini maintenant, il sera fini tout à l'heure, mais on voit qu'il est déjà terminé. Donc c'est le test qu'on a fait tout à l'heure, qu'on va pouvoir lancer. On a deux possibilités au niveau des players. Par défaut, c'est un player QuickTime. On peut lui dire de mettre un player flash. Généralement, on utilise des players flash, mais là, celle-ci est encore en player QuickTime. Donc, on va pouvoir voir ce qui a été filmé tout à l'heure. Voilà, vous voici. Donc, vous voyez, donc ça, c'est directement en ligne sur Internet. Hein, c'est accessible depuis n'importe où. Pour vous montrer ce qui est possible aussi de faire, on peut éditer. On peut éditer l'entrée pour ajouter des informations. Donc je vais cette fois-ci me connecter, bien sûr, parce qu'il faut être connecté pour pouvoir faire ce genre de manip. Donc là, on a un éditeur de type standard, hein, comme on pourrait voir sur des wikis, qui nous donne la possibilité de rajouter du texte. On a aussi la possibilité de rajouter des fichiers. Par exemple, si on veut joindre à un cours un PDF par exemple, hein, ou en tout cas le support de cours qui correspond à la vidéo. Donc on a la possibilité, alors là j'en ai mis un, voilà c'est un PowerPoint, hein, mais peu importe. On va donc à ce moment-là télécharger les données, je crois que mon PowerPoint est un petit peu gros. Voilà, on va mettre un vrai fichier en cliquant au bon endroit. Donc vous voyez qu'on rajoute ici un document PDF qui correspond éventuellement à la vidéo. Bon, en l'occurrence, c'est pas le cas. On a aussi la possibilité de rajouter des images, des liens, enfin tout ce qu'un éditeur de wiki, par exemple, sur Internet pourrait nous permettre. Alors l'étape d'après, c'est la réalisation de vidéos offline, c'est-à-dire avec de la post-production. Là, on a vu que des vidéos sont envoyées directement. On peut ensuite éditer les entrées, hein, mais en tout cas, l'envoi se fait directement. Lorsqu'on veut faire des choses, je dirais, un peu plus élaborées, notamment lorsque ça demande du montage, on peut pas le faire en direct. On ne peut pas le faire en direct non plus lorsqu'on est à un endroit où il n'y a pas de prise réseau. Donc à ce moment-là, on va commencer par créer un fichier vidéo, et ensuite, on va l'envoyer sur le serveur de podcast. Donc pour vous montrer un petit peu à quoi ça peut ressembler, donc on a vu tout à l'heure une conférence d'Hervé à l'école du Cordon Bleu, en extérieur. On peut regarder des choses qui sont faites avec montage vidéo. Donc ça ressemble typiquement aux vidéos que je vous ai montrées sur le master Alizé. On voit de suite qu'il y a du montage. Hein. Donc il y en a un certain nombre comme ça qui existent. Vous voulez en voir un petit extrait? On va passer directement. Alors je vous laisserai regarder après toutes ces vidéos. Il y en a plus d'une centaine déjà sur le serveur, donc il y a de quoi faire. On peut aussi imaginer d'autres types de vidéos, donc c'est là aussi que c'est les personnes qui vont participer, qui vont pouvoir proposer, parce qu'en fait tout est imaginable. Hein. On peut, par exemple, certains profs voudraient créer des cours, mais ils ne voudraient pas être filmés pendant qu'ils sont en train de donner un cours à des élèves, parce qu'ils considèrent en fait que leur cours avec des élèves c'est une certaine manière de faire, et par contre ils voudraient créer des supports pédagogiques différents. Donc on peut imaginer enregistrer un cours en studio par exemple, sans élèves. On peut imaginer créer des animations qui seraient commentées ensuite par l'enseignant. Vous savez qu'on a beaucoup de possibilités, c'est un petit peu selon les désirs en fait de chacun. Hein. Après, il y a des personnes bien sûr qui sont là, comme Guillaume, moi ou Omer, pour assister donc les personnes là-dedans et notamment prendre en charge la partie montage vidéo qui n'est pas forcément quelque chose qui est connu des enseignants.
Et la dernière étape, on peut aussi avoir des vidéos déjà toutes faites qu'on voudrait simplement déposer sur le serveur de podcast. Donc ça peut être le cas par exemple pour des vidéos d'archives. Vous savez qu'il y a un certain nombre de vidéos qui ont été faites il y a quelques années, qui sont par exemple sur support VHS ou des choses comme ça. On pourrait imaginer pour les archiver, hein, les numériser et puis les proposer en ligne. Ça peut être aussi, par exemple, l'exemple du plan d'ouverture sociale qui s'appelle « Pourquoi pas moi ?» Donc ils ont filmé des choses tout au long de l'année et à la fin, ils ont voulu mettre en ligne uniquement la sélection de vidéos qu'ils avaient eux-mêmes choisies. Alors je ne le retrouve plus, mais il doit être quelque part... Je vais faire une recherche, comme ça je vais pouvoir vous montrer aussi qu'il y a une fonction de recherche. Donc pourquoi pas moi, c'est la 3e session, donc je ne le trouve pas, donc je crois qu'il est peut-être pas. Pardon ? Pourquoi pas, ouais. Voilà. Alors si je cherche par ouverture sociale, voilà, il est là. Ah, parce que je ne l'ai pas appelé PPM, mais pourquoi pas moi ? Donc ça, par exemple, c'est une vidéo qui n'a pas été réalisée par AgroParisTech, qui a été réalisée par un prestataire extérieur, mais par contre, elle est hébergée maintenant sur le serveur de podcast. Donc c'est le plan d'ouverture sociale. Est-ce que vous avez quelques questions concernant la production de podcast tant qu'on est à ce point-là ? On aura un moment pour les questions à la fin. Mais... Pourquoi pas moi ? Alors par contre, on va faire passer un micro. Cette confiance ne s'achète pas, malheureusement. Et j'ai travaillé pendant 3 ans pour l'acquérir et enfin prononcer ces 3 mots magiques. Pourquoi pas moi ? Oui, juste une question concernant l'enregistrement d'un cours dans une salle, par exemple, avec votre matériel nomade. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit derrière la caméra, ou bien nous, comme prof, on peut diriger nous-mêmes la caméra. Alors là, pareil, il y a plusieurs manières de faire. Soit il peut y avoir quelqu'un qui vous suit, soit on peut faire un plan fixe sur l'enseignant, un plan fixe sur le tableau, soit si l'enseignant le sent, il peut aussi lui-même cadrer. C'est ouvert à tout. Généralement, l'enseignant est concentré sur le cours qu'il fait, donc il n'a pas envie d'avoir à toucher la caméra. Donc là, dans un premier temps, ce qu'on fait, c'est qu'il y a quelqu'un qui vient, en fait. C'est le plus simple, comme ça, il veille au bon déroulement des choses. Par la suite, quand ça sera un petit peu plus rodé, on pourra imaginer que l'enseignant soit autonome, soit en mettant un plan fixe, soit en s'adaptant en fonction de la caméra. Et ce que vous montriez tout à l'heure, donc où on voyait le PowerPoint, là c'était dans le cours de Douglas Rutledge, on voyait le PowerPoint en fond, et puis lui en incrustation, enfin un fondu enchaîné ou autre. On filme le PowerPoint sur l'écran pendant le cours, ou bien on a un enregistrement indépendant? Il y a plusieurs manières de faire, en fait. Il y a la manière de faire, comme on vous a montré, où en fait on récupère le signal de l'ordinateur de l'enseignant, et on l'injecte, je dirais, sur l'ordinateur qui a le système de podcast. Dans le cas de Douglas, c'était un petit peu plus compliqué. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une vidéo avec ses PowerPoint, une vidéo avec lui, et ensuite je les ai remontés en les mettant au bon moment. Si son cours avait eu lieu dans l'amphi, ça aurait été plus simple à faire, puisqu'on avait justement le mélangeur vidéo qui nous permet de le faire en temps réel. Mais en fait, vous savez qu'on peut tout est imaginable, hein, puisqu'on a un système assez ouvert, donc on peut faire ce genre de manipulation-là. C'est vrai que Douglas m'avait demandé de faire ce truc-là, mais le cours avait lieu dans une bibliothèque, dans un endroit assez petit, donc on a opté pour cette solution technique-là. En gros, il y a toujours une solution technique aux besoins des enseignants. Donc, on a un enseignant qui est parmi nous, qui va, s'il le veut bien, témoigner de son utilisation du système de podcast et de la création de vidéos. C'est Hervé Tis qui est en train de relire ses notes. Et, je pense que ça doit être peut-être l'enseignant qui a le plus été filmé et mis en ligne, peut-être. Je n'ai pas comptabilisé les heures des autres, mais en tout cas, il y a pas mal d'heures. Donc ce que je vais faire, c'est qu'au fur et à mesure qu'il vous parle de ces différentes parties, j'illustrerai par les vidéos en ligne. Donc Hervé, si tu veux parler en te déplaçant, il vaut mieux que tu prennes un micro comme ça, sinon tu peux parler sur le pupitre. Voilà, alors je vais m'intéresser aujourd'hui au calcul différentiel et intégral. Alors pour commencer, on va éviter d'écrire des choses comme df de x, df sur dx est égal à df sur dx.
Et on ne va surtout pas faire monter ça ici pour écrire df est égal à df sur dx fois dx. Voilà. Alors j'ai fait le pire de ce que je puisse imaginer, c'est-à-dire que je n'ai pas dit bonjour. J'ai tourné le dos à mon auditoire, ce qui est la plus grande des impolitesses. J'ai dit des mots à plus de 3 syllabes. Et en vrai, l'analyse non standard montre très bien qu'on a le droit d'écrire ça. Et j'ai commencé en donnant des interdits. Alors ça, c'est exactement le genre de choses que je voudrais éviter. Pour ce qui me concerne, les autres, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Vous vous rappelez, frère Jean des Entomeurs, à qui on propose la direction de l'abbaye de Thélème, dit « Comment gouvernerais-je autrui, moi qui ne sais pas me gouverner moi-même » Bon. Donc je ne peux pas proposer mon exemple, je peux simplement dire combien je suis heureux d'avoir été invité à montrer des trucs, pas parce que mon ego se satisfait, ça je m'en fous, simplement parce que je crois qu'il y a en jeu le bonheur des enseignants à enseigner, ce qui est un vrai bonheur, et le bonheur des élèves à apprendre. Et donc l'enjeu, il est considérable. Ça, moi, je l'ai subi quand j'étais à l'école de physique et de chimie qui est là-haut. C'est indécent, à la limite, c'est indécent. Et surtout, ça fait table rase de toutes les initiatives pédagogiques des grands anciens. C'est-à-dire que Aristote a enseigné en marchant. Alors moi, j'ai essayé au Luxembourg, on a fait un cours de chimie quantique en marchant. C'était le bonheur, quoi. Il y avait les oiseaux. De temps en temps, on prenait un bâton, on écrivait dans le sable. Alors, c'est pas très moderne, ça n'est pas TICE, comme on dit, hein. Mais c'était vachement bien, parce que tout le monde était content, on était au soleil. Pourquoi se mettre dans une salle obscure quand on peut être au soleil? Bon. Alors, pour ce qui me concerne, ça ne concerne pas les autres, hein, encore une fois, je ne montre pas un exemple. Pour ce qui me concerne, je ne me résoudrai pas à faire ça toute ma vie. D'ailleurs, personne ne me le demande, en quelque sorte. Alors, ça, c'est la première des choses. Alors, la deuxième des choses, c'est... Parce qu'on fait le gros avant le détail. Hein, donc, le gros, c'est... Il y a des trucs merveilleux à faire. La deuxième des choses, c'est... alors, d'abord, j'adresse des remerciements aux collègues de l'AgroParisTech, parce que j'ai été élu à l'unanimité professeur consultant. Donc, vous êtes sans doute pour avoir voté pour moi. Il n'y a pas eu de contre, donc je peux pas vous... Donc, je vous remercie. Mais vous avez un excité dans vos murs, vous le saviez de toute façon. Et cet excité, ça fait des décennies que je m'intéresse aux initiatives pédagogiques. Par exemple, la PC de Pierre-Gilles de Gênes, il avait introduit le tutorat. C'est vachement bien. Ça se fait dans les collèges anglais, donc c'est pas très moderne. Aristote non plus, hein. Mais du coup, on a des outils, et aujourd'hui, je ne sais pas résoudre la question qui est la suivante, répondre à la question qui est la suivante, comment faire pour améliorer le tutorat avec ces outils. Donc, ce qu'on a fait ne m'intéresse pas beaucoup, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on fera. Et je ne sais pas répondre à cette question. J'ai toujours le sentiment qu'on est plus intelligent à plusieurs qu'à un seul. Alors, j'avais proposé à quelques personnes dans la maison de faire une réflexion pédagogique. On m'a dit que j'étais excité, donc je me calme. Et donc, j'en parle plus, la preuve. Alors maintenant, on a pris un petit échantillon. Alors, le petit échantillon, mais apparemment, vous avez déjà vu des choses. Alors, le petit échantillon. Alors, le premier, le blog gastronomie moléculaire, c'est pas le blog? Qu'est-ce que ça fait? Alors, le blog gastronomie moléculaire, en fait, c'est la chaîne thématique de podcast. Ah, c'est ça qui s'appelle blog. Gastronomie moléculaire, qui se présente sous la forme de... Alors, il ne faut pas confondre. Moi, j'ai 4 blogs sur Internet. Un blog qui s'appelle Gastronomie moléculaire. Donc, il va y avoir une question de dénomination. Un blog, pour moi, c'est un blog, ça veut dire des billets. Alors ici, c'est un blog TICE. Enfin, alors le blog, c'était... moi, j'ai vu il y a 2 ans des étudiants de l'agro en 2e année qui faisaient des restitutions en projet d'études thématiques ou je ne sais plus quoi. Et alors, c'était marrant parce que les filles, elles bougeaient les mains comme ça pendant la restitution, pendant leur PowerPoint. Je n'ai pas compris pourquoi elles faisaient les oies. Mais l'autre jour, à Sciences Po, où je suis chargé de cours et où je m'amuse beaucoup à introduire les méthodes pédagogiques que je veux, j'ai revu des filles qui faisaient ça. Alors du coup, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose à faire sur la communication scientifique. Et comme j'ai été rédacteur en chef de La Revue pour la Science, que j'ai dirigé Archimède sur Arte, Pi égale 3,14 sur la 5e, que j'ai fait des séries télé, etc., sans parler du panorama de France Culture et des tas de machins, je me suis dit, c'est autant donner à l'agro, qui m'accueille gentiment, la preuve, des éléments pour les élèves. C'est pas la peine que les filles continuent à faire comme ça va pas. Les garçons, ils faisaient autre chose, hein, ils faisaient pas mieux, mais... Alors voilà, donc on a du coup un jeudi après-midi, parce que c'était hors cursus, on a dit, on vient ici, on est venu avec Philippe Boulanger, qui doit être un peu plus tard.
Et on a fait 2 heures de communication scientifique, mais comme les élèves, ils avaient sport, ils n'étaient pas tous là. Alors du coup, Jérôme a eu la gentillesse de venir, et on a fait donc un cours de communication scientifique qui est en ligne pour les élèves, bien évidemment. Et maintenant, comme les élèves ont des téléphones portables sur lesquels avec des petits écrans, quand ils sont dans le métro, ils peuvent regarder ça. Hein. Voilà, alors voilà mes slides. Alors là, il y avait une coquetterie en plus, c'est-à-dire qu'il y a 2 ans, dans le cours de communication scientifique, alors il est public, gratuit, non diplômant, hors cursus. Ah ouais, mais il se fait à l'agro. On n'est pas payé, bien sûr, hein, c'est pas la question, mais on s'en fiche. Et alors là, comme on s'amuse, il y avait un truc, là je me suis beaucoup amusé l'année dernière. Il y a 2 ans, j'ai présenté un PowerPoint qui s'appelait... je ne sais plus comment, enfin, vive la communication scientifique, on va dire. Ah oui, ça fait le guignol. Mais. Non mais on est hors cursus, donc on a le droit. Hein. Il y a une fois où j'ai fait les pieds au mur aussi. Hein. Je vous assure qu'ils s'en souviendront, hein, ça c'est sûr. Hein. C'est pas forcément très élégant du point de vue intellectuel, mais ça marque. Et l'année dernière, je me suis payé le luxe de faire... Alors là, Jérôme va être content. J'ai fait mon PowerPoint de l'année d'avant, mais à l'envers, pour montrer que la communication, c'est une question artistique, c'est pas une question technique. Bon. Alors, la nouveauté, et Jérôme n'est pas au courant, j'ai reçu de Sciences Po Bordeaux, avant-hier, un email. C'est un prof de Sciences Po Bordeaux qui, ayant vu ce podcast, a fait son cours à l'envers comme j'avais fait. Et il m'envoie en disant, vous allez retrouver quelque chose, ne me faites pas un procès pour droit d'auteur. Donc, l'AgroParisTech rayonne jusqu'à Sciences Po Bordeaux. Donc ça, c'est bien, c'est fait. D'accord ? Alors, un deuxième exemple... qu'est-ce que tu as ensuite ? Les expériences. Ah, les expériences. Alors, l'Université de Laval à Québec vend du téléenseignement dans le monde entier. C'est plus facile pour eux parce qu'ils sont forcés de le faire, parce qu'au Canada, le territoire est grand et les étudiants n'ont pas toujours une université à portée de main. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont mis au point des frames, comme ils disent, qui sont des moules dans lesquels les enseignants vont faire leurs cours. Je déteste cette idée, bien évidemment, parce que ce n'est pas à la technique d'imposer la pédagogie. Ça serait ahurissant. Donc, je leur ai dit, moi, on va faire mieux. Et donc, voilà un prototype. L'idée, c'était de filmer des modules. Donc, c'est très facile à faire. Ça nous a pris 1 heure pour faire plein de choses. Des modules expérimentaux dans mon cours s'appelle, le thème c'est de l'expérience au calcul, donc on part toujours de la manip et on arrive à du calcul. Pour l'instant je suis en train de faire la partie calcul. On est au labo, c'est facile, c'est de bonne qualité parce que c'est mieux que dans l'amphi où c'est et là, avec quelques modules, en faisant un jeu de cartes, la combinatoire va faire qu'on aura plein de téléenseignements. Alors, dans un premier temps, on va le donner en gratos, je pense. Enfin, c'est pas moi de décider, hein, c'est à la direction de l'AgroParisTech ou de je sais pas qui. Donc on va le donner en gratos. Et puis en deuxième temps, pourquoi pas un jour faire de la concurrence à l'Université de Laval et vendre du téléenseignement dans le monde. Mais là, j'ai fait une bêtise, parce que quand on a filmé le proto, je l'ai fait en français. Et je m'en veux beaucoup, et j'aurais tendance à dire que j'aimerais bien le refaire. L'huile appropriée a été obtenue. Alors, première observation, la mayonnaise a blanchi. Deuxième... un exemple. Ouais. Alors, ça va. Alors, donc voilà les manips. Donc, c'est des petites séquences. Donc, il y a une séquence où... alors, on part toujours d'une question. Mais ça me regarde. C'est ma question pédagogique. Je dis, si je pose à quelqu'un pourquoi l'estomac ne se digère pas lui-même, il a envie de savoir la réponse. Puisque l'estomac est fait de viande, l'estomac digère la viande, pourquoi la viande ne digère pas la viande ? Enfin... donc une fois qu'on a posé ce genre de questions que j'appelle des questions étincelles, c'est plus facile. On a monté l'habit en haut de la montagne, c'est-à-dire l'habit c'est l'intérêt de l'auditeur, de l'étudiant, puis après avec viscosité elle roule, quoi, on va dire. Hein, bon. Donc bon, voilà. Bon. Alors ensuite, donc c'est le TEDx, c'est ça ? Alors le TEDx c'est un truc vachement bien. Donc c'était l'université de Warwick qui m'avait invité à faire un TED X, parce que pardon, tout le monde connaît les séquences TED ou pas ? Qui connaît pas les séquences TED ? Alors, il y a dans le monde, vous allez taper TED sur Google, vous allez trouver que les films TED, c'est un module de séquence filmé. Et ben voilà, tiens, voilà. Ils invitent les meilleurs du monde, en gros. Enfin, je parle pas de moi, donc ça va. Hein. Ils invitent les meilleurs du monde et on vous dit, vous avez 20 minutes pour sortir tout ce que vous avez dans les tripes. Donc ça peut être des sciences humaines, ça peut être des sciences sociales, ça peut être de la physique, ça peut être des maths. Par exemple, Roger Penrose a été faire une séquence TED, etc.
Et alors, il y a eu à l'école normale un procédé analogue qui s'appelait les Ernest. Si vous tapez Ernest, ENS, vous verrez qu'ils ont fait ça il y a 2 ans. C'est vachement bien, hein. Il y avait Le Treut qui a parlé des nuages et du réchauffement climatique, il y avait Tambourin qui a parlé du séquençage. Bon. Et alors moi, c'est Warwick qui m'avait demandé, mais c'était un samedi. Moi, ça m'emmerde un peu, ça m'ennuie un peu d'aller à Warwick pour 20 minutes, c'est débile. D'autant plus qu'il n'y a qu'un seul endroit où je suis bien au monde, c'est dans mon laboratoire à AgroParisTech, rue Claude Bernard, pour l'instant. Et donc, on s'est dit, mais tiens, c'est dommage, on a tout ce qu'il faut. De toute façon, sur un TED, on voit pas le public. Donc, c'est pas la peine d'avoir le public. Donc, on s'est mis ici avec Jérôme, il s'est mis là, et on a pris notre temps. Moi, je l'avais un peu répété. Je l'ai préparé exactement comme une conférence, et on a fait un TED. Alors ça, c'est en anglais. Là, je suis bien plus content, parce que maintenant, comme les séquences à Harvard, où les profs de Harvard font de la pub pour leur université, ben, un TED, c'est 20 minutes, vulgarisation, et c'est de la pub pour la maison. Donc ça, je suis pas malheureux. Hein. Et puis, c'était quand même vachement facile, parce que je suis sorti de mon laboratoire qui est là-haut, je suis descendu avec le PowerPoint, je l'ai branché. Jérôme, alors c'est tapis rouge, hein, on n'a rien à faire, sauf pendant 20 minutes causer, et puis s'amuser, parce que si on s'ennuie, on ne fait pas un TED. Bon. En dernier, alors, le cours de gastronomie moléculaire, alors ça c'est, alors, pour raconter l'histoire brièvement, en 2004, il y avait une demande pour que je fasse des cours comme ceux du Collège de France, quand j'étais au Collège de France. Mais le Collège de France, ils sont un peu péteux, et si on n'est pas prof, on n'a pas le droit de faire des cours. Alors, j'avais téléphoné à la direction d'AgroParisTech en leur disant « Est-ce que ça vous intéresse ?» Et j'ai été accueilli merveilleusement, alors que j'étais pas dans la maison à l'époque. Hein. Et on m'a dit « Oui. » Donc, on m'a donné cet amphi, et j'ai fait 3 fois 3 jours. 3 jours pour le grand public, 3 jours pour les étudiants, 3 jours pour les industriels. Et c'est comme des cours du collège, c'est-à-dire public, gratuit, non diplômant, et comme disait Barthes, il faut rêver sa recherche. C'est-à-dire que je travaille 1 an, je restitue sur ces cours. Alors, donc il y a des gens qui viennent de partout, enfin en général c'est assez plein. Et alors, maintenant ça s'est réduit parce que c'était épuisant. Donc maintenant ça s'est réduit à 2 jours pleins. Donc on commence à 8h30, on finit à 18h30 pendant 2 jours. Les gens s'inscrivent en ligne, donc sur le site de l'AgroParisTech. Et puis il y a des cours avec des manips. Et à chaque fois, alors s'il y a des enseignants d'AgroParisTech, moi je fais aux éditions Kouaé Belin dans la collection Racines du Vivant, qui est une collection AgroParisTech chez Kouaé et Belin, je fais mes cours qui sont les livres correspondant à ce machin-là. J'invite tous les collègues à publier des livres intelligents dans la collection Racines du Vivant chez Kouaé Belin. Hein. Je ne touche pas de droit de directeur de collection, mais je crois que nous avons libre savoir d'un côté où on donne la transpiration, c'est-à-dire le calcul en détail. Et puis, c'est pas très difficile de faire un livre qui est un livre où on donne seulement l'écume de la confiture. Vous savez, quand on fait de la confiture de cassis, il y a un moment, il y a l'écume qui monte. C'est le meilleur, mais c'est pas très très nourrissant. Mais c'est le meilleur quand même. Alors les enfants prennent l'écume, et les livres, ça doit être l'écume de la confiture. Donc chez Kouaé Belin, c'est ça qu'on fait, enfin qu'on essaie de faire. Hein. Donc je vous invite, si vous êtes AgroParisTech, de donner le meilleur de vous-même dans ces livres-là. Pour revenir au machin, donc moi je m'occupe de rien. Jérôme me branche un micro au début de la première journée, et puis après je fais mon truc, et voilà le résultat. Alors maintenant, sutor non supra crepidam. Gardons des proportions très très modestes, mais je suis infiniment reconnaissant à l'École Polytechnique d'avoir filmé les cours de Laurent Schwartz sur les distributions. Ces cours sont des documents historiques incroyables. Je dis que dans une école comme l'AgroParisTech et les autres écoles de ParisTech, il y a des professeurs qui sont bien mieux que moi. Moi, je suis professeur consultant seulement, donc je suis rien, mais il y a des gars extraordinaires. Ces gars extraordinaires font des cours absolument merveilleux, rien que pour l'histoire des sciences humaines, sociales, physico-chimiques, il faut avoir des enregistrements historiques de ces gens-là.
Par exemple, aujourd'hui, Dubos pour la maison, Pisani, etc. C'est des documents incroyables, il ne faut pas les laisser partir. On a les moyens faciles d'aller les récupérer. La Royal Society recueille maintenant les papiers de tous les physiciens ou chimistes ou biologistes un peu en vue dans le pays qui s'appelle l'Angleterre. On met les papiers dans des boîtes, mais si parmi ceux-là il y avait un Newton, on les aura les papiers. Donc peut-être qu'on pourrait filmer, évidemment, si les enseignants-chercheurs sont d'accord, mais quelqu'un qui se donne du mal, il n'y a pas de raison qu'il veuille cacher quoi que ce soit. Alors après, et en plus, je viens d'apprendre qu'on pouvait le filmer tranquille, sans étudiants, s'y reprendre à 2 fois, donc c'est tout bonheur. Alors il faut terminer en général d'une façon enthousiasmante, parce que si tu veux construire un navire, disait Paul Valéry, fais entendre aux hommes l'appel de la mer infinie. Harvard et Berkeley mettent en ligne des séquences qui font de la pub pour leur maison. Si on arrive à faire de la pub pour notre maison, ça sera merveilleux. Et je suis très heureux de vous dire que les professeurs d'anglais d'AgroParisTech me sont tombés dessus récemment pour proposer une collaboration entre les professeurs d'anglais et les professeurs des domaines techniques. Ça serait extra que nos élèves puissent apprendre l'anglais un peu plus... Au lieu d'avoir les cours de langue qui sont des espèces de verrues qu'on va greffer sur le cursus, qu'ils apprennent l'anglais en même temps. Alors je sais que les collègues generally they don't speak English absolutely fluently, so they have some difficulties, but you know, even myself, my English is very poor, my accent is very French, and I don't care, because the only thing is that everybody in the world can guess and see that AgroParisTech and ParisTech are the best. Merci Hervé. S'il y a des questions, Alors, des questions peut-être pour Hervé? Sinon, on va passer au témoignage d'après. Alors, si tu veux descendre, si tu veux rester là, c'est comme tu veux. Micro comme ça. Donc, c'est le témoignage de Philippe Chambon qui vient de Clermont-Ferrand, du centre AgroParisTech Clermont-Ferrand. Alors, je vais montrer le truc. Je te laisse expliquer. Oui. Bonjour à tous. Le centre AgroParisTech de Clermont-Ferrand organise un colloque sur le développement durable et l'ingénierie territoriale. Un premier numéro a eu lieu en 2008 et un second au mois de septembre 2010. Dans cette histoire-là, moi je coordonne la logistique du colloque et suis en relation avec la direction de la communication qui nous appuie sur l'organisation du colloque. La première année, lorsque j'ai établi le cahier des charges pour la société en charge de mettre en place la régie vidéo sur le plateau des plénières, j'ai eu l'idée de conserver les images qui seraient prises à ce moment-là pour voir ce qu'on pouvait en faire ensuite. Donc on a enregistré les interventions en plénière d'élus, de responsables d'AgroParisTech, mais aussi d'Albert Jacquard qui concluait le colloque. J'avais rajouté une condition pour prendre cette société, c'est qu'il nous aide sur un exercice avec les élèves, qui était un exercice journalistique où il s'agissait de repérer dans chaque atelier un intervenant, de lui poser 3 questions filmées et d'avoir une interview en 3 à 6 minutes. Donc on a fait ça les 2 années. Un autre exercice était de prendre 1h30 avec un intervenant phare, Albert Jacquard en 2008, Jo Spiegel en 2010, un déjeuner avec les élèves et quelques enseignants, et d'organiser un débat pendant 1h30 avec cet intervenant. Donc tout ça filmé. Donc je me suis retrouvé avec un certain nombre de documents. Les plénières, il suffisait de découper par intervenant. Les interviews ateliers, elles étaient calibrées pour être diffusées en podcast.
Et le débat, c'est moi qui ai pris un peu de temps pour sélectionner des séquences de quelques minutes auxquelles j'ai donné un titre en fonction de la thématique qui s'en dégageait. En 2008, j'ai envoyé le tout à Guillaume, à l'atelier multimédia, pour qu'il nous installe ça sur le site du colloque, qui du coup devenait un site archive un peu référent sur cette question de l'ingénierie territoriale et du développement durable. Et en 2010, j'ai passé des vidéos à Jérôme pour qu'elles soient installées sur la chaîne de podcast thématique sur l'ingénierie territoriale. Et du coup, j'ai appris comment me servir de l'outil de transfert. À partir de là, on a suscité des envies au centre de Clermont. On a acheté une caméra. J'attends d'avoir un équipement informatique dédié pour filmer des cours ou des intervenants dans différentes actions qu'on peut mener. Voilà. Et concrètement, en fait, qu'est-ce que tu as eu besoin de faire finalement pour mettre en ligne ces vidéos-là, les vidéos que tu avais réalisées en 2010, juste pour situer en fait un petit peu le... Il a suffi que je te demande quel était le format qui fonctionnait pour la chaîne de podcast. J'ai transmis ça à la société qui me restituait les images qu'elle avait prises, et puis on t'a passé ça par le serveur dans un premier temps où on dépose les Voilà, les documents. tout ça pour dire qu'en fait on peut très facilement incorporer des vidéos qui viennent d'ailleurs, qui sont soit faites par des prestataires extérieurs, soit qui viennent d'archives ou de vidéos personnelles. Merci beaucoup en tout cas Philippe. Un petit mot de Marie-Pierre pour le témoignage du service communication, éventuellement si vous voulez bien lui passer le micro. Merci. Oh, mais j'attends, moi je tourne pas le dos, hein, Hervé. Voilà. Alors, moi je vais assez rapidement, mais je voulais dire qu'effectivement, comme l'a dit Hervé, ça donne envie de communiquer davantage et d'une autre façon. Et comme vient de le dire Philippe, ça suscite des envies. Donc ça, je trouve que déjà, c'est formidable, parce que quand on est à la communication, c'est bien d'avoir un nouvel outil comme ça, parce que ça donne d'autres idées, on a envie de faire plus de choses. Et alors là, j'en profite, c'est pas parce qu'il est à côté de moi et en face de vous, mais alors travailler avec Jérôme, c'est une petite merveille. Et alors pour les enseignants qui auraient une petite timidité ou une appréhension, je vous assure que franchement, il faut essayer parce que c'est formidable. Voilà, donc au niveau communication, d'abord je voulais remercier les collègues, je ne sais pas comment vous avez fait parce qu'on n'en a pas parlé, mais d'avoir utilisé le A, qu'on retrouve un peu partout, le A d'AgroParisTech, là je l'ai vu un peu partout sur le petit écran. Alors effectivement, pour te répondre, alors là dans Celle Compass, effectivement on ne l'a pas mis, mais on a la possibilité avec le système qu'expliquait Guillaume d'incruster un petit filigrane. Donc c'est lorsqu'on publie notre vidéo, on déroule une liste de tâches et certaines tâches incorporent automatiquement un petit filigrane. Ben, c'est formidable parce que moi ce A j'essaie de le faire vivre. Parce que c'est vrai qu'avec le logo, et je profite de remercier Isabelle qui était à l'origine de tout ça, c'est vrai que le logo d'AgroParisTech est joli, mais il n'est pas facile à décliner. Donc ce A, c'est quelque chose sur lequel on peut jouer, et c'est quelque chose qu'on peut faire vivre. Donc j'encourage les collègues qui ont l'occasion de le faire, de mettre ce A en avant. Alors je ne sais pas s'il y a des collègues de l'X ici, mais je m'amuse avec mon collègue de la com, Jean Deschards. Je lui dis toujours que le A est avant le X quand même dans l'alphabet, et qu'on va travailler pour pas passer devant, parce que ça n'arrivera jamais, mais se rapprocher un petit peu quand même. Voilà, donc je voulais parler du site, parce que ces produits, ces vidéos qu'on peut podcaster, ça participe aussi à la promotion du site, que ce soit intranet ou internet. Ça permet de mettre, on travaille avec, c'est surtout Guillaume qui travaille, hein, on est en liaison avec lui, pour pouvoir mettre des petites vidéos en actu, en page de garde, aussi bien dans l'intra que dans l'internet. Ça permet aussi de mettre des vidéos, et ça on l'a montré pour Alizé, dans les autres pages. Ça peut être des pages par produit, par master spécialisé, ou pour faire la promotion d'autres produits de l'école. Donc c'est beaucoup plus vivant, et c'est dans l'air du temps, c'est quelque chose que les jeunes notamment aiment beaucoup. Ensuite, nous, ça nous permet, sur les différents salons et au cours des diverses animations, je pense à la fête de la science, à la semaine du développement durable, des moments comme ça, de pouvoir présenter
des films en fonction du public et du message qu'on veut faire passer. Donc c'est bien aussi qu'il y en ait une grande variété parce qu'on n'est pas toujours sur les mêmes sujets. Ensuite, je voulais parler aussi du musée du vivant, parce qu'ils ne sont pas là aujourd'hui. Enfin, en tout cas, il n'y a pas Emmanuel qui est à son bureau, il n'y a pas Laurent Gervereau, mais même si eux, ils ne sont pas dans un système de podcast, ils font quand même beaucoup de vidéos qu'on peut retrouver sur Ecolib TV, si tu veux dire quelque chose. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on a parlé de la création de vidéos. Donc là, aujourd'hui, on n'est plus sur le serveur de podcast, mais il y a d'autres vidéos qui sont diffusées par d'autres moyens, notamment l'Ecolib TV, qui sont des vidéos réalisées par le Musée des Vivants, qui ont une thématique plus particulière, qui est l'environnement et l'écologie. Donc ça, vous pouvez aussi les retrouver sur le site AgroParisTech dans la rubrique du pôle image, qui est juste à côté de la rubrique podcast. Alors, on avait étudié l'idée d'incorporer les vidéos Ecolib TV sur une chaîne de podcast dédiée. C'est encore à l'étude. À voir. À suivre. Voilà, et comme on disait tout à l'heure, ça donne des envies de faire des choses pour faire la promotion de l'école. Donc on a 2 projets en cours. On a un projet de film de promotion sur l'école avec Emmanuel Chirache, justement, du Musée du Vivant, et un film plutôt avec des témoignages d'anciens qui serait tourné avec l'équipe de ParisTech Insight. Je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui connaissent, certainement la collègue de Télécom. Donc c'est une équipe qui tourne des tables rondes dans les différentes écoles et qui, pour remercier les écoles d'accueillir ces tables rondes, puisqu'ils sont financés par des partenaires extérieurs, tourne gratuitement pour l'école un film sur le thème qu'on veut. Donc nous, on va faire ça au mois de janvier, début janvier, où on va tourner un film avec des témoignages d'anciens, faire le lien avec les débouchés, les métiers, et puis certainement faire témoigner notre directeur général. Voilà. Ok, donc on approche un petit peu de la fin de cette présentation. J'espère que vous n'êtes pas ennuyés, que ça vous a beaucoup intéressé. Ce qui est important maintenant pour la suite, c'est de voir comment les personnes qui seraient intéressées pour participer peuvent faire. Donc en gros, il y a plusieurs contacts. Il y a moi-même donc, qui suis au pôle TIS de la DSI. Il y a Guillaume Paris à l'atelier multimédia et Marie-Pierre à la direction de la communication. Donc vous pouvez contacter une de ces 3 personnes en fonction du projet que vous avez, que ce soit plutôt pédagogique, communicationnel ou un reportage ou quoi. On vous orientera vers la bonne personne et puis on vous aidera. Donc vous avez ici les adresses mail en fait, nos adresses mail. Je pense que si vous n'avez pas le temps de les noter, vous pourrez les retrouver sur l'intranet. Si vous avez quelques questions, je vous propose maintenant de laisser le temps qui reste pour d'éventuelles questions. Alors on a des questions là-bas, est-ce que éventuellement tu pourrais lui faire passer le micro ? Donc là, pendant ce temps que le micro arrive, Omer est en train de tester un autre truc, c'est de passer en direct les questions du public. Voilà. Ça peut servir pour des conférences au-delà du podcast. Alors une première question et après je prendrai la vôtre. Oui, merci. Pensez-vous que le format podcast puisse être utilisé pour enregistrer les soutenances de thèse, ou bien c'est un format beaucoup trop long en fait ? Ça peut être utilisé pour enregistrer les soutenances de thèse, oui, tout à fait. Après, il faut voir si la personne qui passe sa thèse a envie ou pas de la diffuser sur Internet. Mais en tout cas, on peut déjà créer des vidéos avec ce type-là de caméra, de la même manière qu'on pourra enregistrer un cours et incorporer les PowerPoint. Souvent, les personnes qui présentent les thèses ont aussi des PowerPoint, mais on peut tout à fait imaginer ça, oui. Après, je ne sais pas exactement comment ça se passe au niveau des thésards, s'ils ont le souhait ou pas de diffuser en ligne leur soutenance. Mais ça peut être même une bonne idée d'avoir une banque de thèses en ligne. Je ne sais pas ce qu'en pensent d'autres personnes. Il n'y a pas forcément que moi qui réponds, si d'autres personnes ont des idées. Ça répond à la question ? Non, pas la vôtre, mais à la sienne. Je peux poser ma question, donc il n'y a rien à voir avec celle-là. Dans nos cours, on utilise beaucoup de documents qu'on prend soit dans des livres, dans des publications scientifiques ou autres. Et donc jusqu'ici, moi je ne me suis jamais soucié du problème de droit d'auteur, puisque ça restait dans une enceinte fermée, privée entre guillemets. Donc maintenant, si on met ça en ligne et donc que nos cours soient accessibles dans le monde entier, il va se poser le problème des droits.
Alors comment ça se passe à ce moment-là? Effectivement, alors en fait les problèmes de droit d'auteur se posent à deux niveaux, au niveau de ce qui est utilisé par l'enseignant dans son cours et au niveau du cours qu'on diffuse après de l'enseignant qu'il n'a pas forcément envie lui-même de voir réutiliser. Donc dans le deuxième cas, il y a des licences d'usage qui existent, dont Sarah peut-être pourra nous parler s'il y a plus de détails, mais en gros on peut choisir quand on met quelque chose en ligne l'usage qu'on voudrait qu'en fasse l'utilisateur. Hein. Pour ce qui est de l'utilisation dans le contenu de la vidéo de contenu déjà sur lequel il y a déjà des droits, on est dans le cas d'une utilisation, je dirais pas scolaire, mais dans le monde de l'éducation. Donc beaucoup de livres ou de documents qui sont développés par des enseignants sont réutilisés par d'autres enseignants. Donc là en fait le problème est un petit peu le même. En fait, lorsque vous utilisez déjà le document, il y a des licences qui permettent, dans un cadre réduit, d'utiliser du contenu venant d'une autre personne. Normalement, si on voulait aller jusqu'au bout de cette question-là, il faudrait déjà se poser le problème, même si le cours n'est pas mis en ligne, de l'utilisation de ces ressources-là. La plupart des livres publiés desquels on tire les schémas ou les graphiques, hein, on a l'autorisation de photocopier des extraits. On va être dans le même domaine que dans celui de la photocopie. Alors peut-être que pour la photocopie, quelqu'un est plus calé que moi, mais en tout cas, on a le droit de prendre des extraits. Donc sur une mise en ligne, en fait, finalement, on est dans le même genre d'utilisation. Parce que je pense, par exemple, il y a des revues scientifiques auxquelles on est abonné, donc on peut extraire une figure, et généralement ils ont même mis au point un truc un bouton qui est extrêmement pratique pour nous autres enseignants. C'est marqué slide en anglais pour slide for teaching. Et donc on clique là-dessus et hop, ça envoie directement le document qu'on vient de sélectionner sur une diapo PowerPoint et estampillé avec en l'occurrence là je pense en particulier à l'American Society of Plant Physiologists. Donc je suppose que... Donc là, voilà, on a tout à fait le droit de l'utiliser et je pense qu'eux-mêmes, ils ont conçu leurs documents comme ça, puisque justement, ils l'estampillent. Je pense que ce qu'on n'a pas le droit, par contre, c'est de prendre le document, de virer le petit logo et de mettre AgroParisTech. Bon, ça, je pense qu'il faut simplement respecter un petit peu les sources et éventuellement les citer. Souvent, c'est ce qui est important. C'est vrai que les enseignants aiment bien être cités lorsqu'on utilise des extraits de leur cours. Sinon, ça s'appelle du plagiat. Hein. Voilà. Je vais répondre en tant qu'ancien éditeur de Pour la Science. On a toujours accordé à Pour la Science les droits de reproduction à des enseignants, même pour des bouquins, par exemple chez Lavoisier ou Tekedoc, etc., à condition que l'origine soit bien marquée et qu'on dise extrait de Pour la Science numéro tant. Donc c'était de la publicité pour la revue, donc on était tout content que les enseignants l'utilisent. Alors là, c'était dans des utilisations commerciales, mais pour les utilisations non commerciales, il existe un droit de photocopie et une loi sur la photocopie non commerciale. Il y a le droit de citation de courts extraits, donc on n'a pas de problème. En revanche, si on fait du téléenseignement tel que je l'évoquais et qu'on le fait payer, là, il va falloir demander l'autorisation à l'éditeur. Mais si on fait du podcast gratuit pour de la pub, pour la maison, c'est de l'enseignement, on le fait de l'enseignement. D'autres questions? Une question, oui, vous aviez une question. Michel Villette. J'avais une question sur la diffusion. Le site d'AgroParisTech, il est quand même assez touffu. Pour trouver ce qu'on cherche dedans, c'est compliqué. Il y a plein de choses. Si vous faites des centaines de vidéos comme ça, on va se retrouver avec une arborescence d'une complexité extrême, des tas de trucs dans tous les coins. Comment fait-on quand on est extérieur? Est-ce qu'on peut, à partir de Google, en mettant le bon mot-clé, tomber directement sur la vidéo qui nous intéresse? Alors oui, chaque vidéo en fait peut être référencée. C'est tellement compliqué que, je veux dire, l'utilisateur naïf n'y arrivera jamais. Tout à fait. Il faut un système de tri. Alors comment ça marche? Comment vous fabriquez le tri? Alors déjà la première chose à dire, donc, c'est que la centaine de vidéos n'est pas vraiment sur le site institutionnel. On choisit certaines vidéos qu'on peut placer sur le site institutionnel. L'ensemble des autres vidéos, et Omer, à la limite, si tu peux repasser sur l'ordinateur, je vais leur... merci. Je vais leur faire la démo. Sur le site
du podcast, c'est donc un site dédié. Donc comment trier là-dedans? La première manière de trier, ce sont les abonnements séparés. Donc une personne qui va s'abonner par exemple au podcast d'Hervétis de gastronomie moléculaire va recevoir uniquement les nouvelles vidéos de ce podcast-là. Pour le podcast général, on a un système de mots-clés qui nous permet, alors je vais y retourner, hop, je passe par là, qui nous permet de trier les vidéos. Donc, on a des balises ou des mots-clés qui sont des grandes lignes. Donc, par exemple, on va voir les conférences, les cours, certains thèmes comme l'environnement qui sont des thèmes un petit peu de l'école. Et on a un ensemble de mots-clés ici sur lesquels on va pouvoir trier. Donc, c'est vrai que quand on va avoir beaucoup de vidéos, on va devoir affiner le tri par mots-clés, sachant qu'on peut croiser les mots-clés, comme je le montrais tout à l'heure. Par exemple, on peut cocher des conférences qui concernent l'alimentation. Et à ce moment-là, on va avoir toutes les vidéos qui ont été marquées comme étant des conférences sur l'alimentation. Ça permet, par les mots-clés croisés, de dégrossir quand même sur l'ensemble. Bon, pour l'instant, il y a une centaine de vidéos en tout, donc je pense qu'il y en aura une soixantaine à peu près sur le podcast général. Par exemple, ici, on arrive sur trois vidéos quand on fait la recherche conférence sur l'alimentation. Plus ça va augmenter, plus effectivement, par la suite, quand il y aura beaucoup de vidéos, je pense qu'il faudra peut-être penser à un système de tri plus sélectif, car quand il y aura beaucoup de vidéos et qu'on mettra conférence alimentation, et c'est un peu notre but, on espère qu'il y en ait des dizaines. Je dis ça parce que j'ai mis un cours sur Libre Savoir, mais quand je cherche sur Google les mots-clés que j'utilise, je tombe jamais dessus. Je sais où aller le chercher parce que c'est pas bien fait, mais je me demande comment quelqu'un de l'extérieur a le chance de tomber dessus. Alors au niveau du référencement, alors il y a le référencement libre savoir. En fait, l'idée c'est que plus on met d'informations sur la page, plus il y a des chances qu'elles soient bien référencées. Et c'est vrai qu'on n'a pas de partenariat particulier avec Google pour apparaître dans les premières positions, mais il me semble que sur libre savoir, on a un bon référencement Google. Il me semble qu'en tapant le nom de l'enseignant et le nom du cours, ça sort dans les premiers résultats sur Google. Sur le podcast, peut-être un petit peu moins parce que ça fait pas très longtemps que c'est en ligne, donc il faut que le temps que les robots Google soient repassés un petit peu par là. Une petite question, on va prendre le micro. Quand vous aurez plus de matériaux, parce que là vous commencez, c'est vachement bien, il faudra quand même mettre de l'ordre dans le site, quoi. Il faudra quand même vraiment qu'on tombe tout de suite. Quand on arrive, je ne dis pas si on connaît Villette, on y va, on finit par le trouver. Donc, mais en fait, il faudrait que quand on arrive sur le site d'AgroParisTech, on ne soit pas trop perdu et qu'on tombe aussi peut-être sur des profs qui feraient pas seulement des maths, mais aussi un peu d'agronomie, qu'on tombe un petit peu plus vite sur quelque chose de plus caractéristique. C'est bon, mais c'est vrai, c'est à suivre plus et tard. Et c'est vrai que ce qui peut être intéressant aussi pour des enseignants qui voudraient filmer toute leur séquence d'enseignement, c'est de créer leur propre podcast thématique, comme par exemple Hervétis. Comme ça, au moins, on sait qu'on va avoir une cohésion dans toutes les vidéos qui sont postées sur ce podcast-là, ce qui est pour l'instant pas forcément le cas sur le podcast général où il y a un petit peu de tout, c'est vrai. En tout cas, merci d'être venu et d'être resté. Une dernière question. On prend le micro, comme ça on peut la... Oui. Une question sur l'accès réservé. Tout à l'heure, quand tu l'as montré, visiblement c'était accès réservé, mais pour des personnes de l'établissement. Pas forcément, non. Non, parce qu'en fait, le système d'authentification est indépendant des authentifications AgroParisTech. Donc là, je ne l'ai pas rentré parce que je ne me rappelais plus le mot de passe du colloque INRA s'adapte. En fait, c'est la personne qui gère la chaîne de podcast qui choisit à qui elle communique le mot de passe. Donc elle peut très bien le donner à des personnes de l'établissement ou alors à des personnes extérieures. Une petite question encore ? Bon. On va s'arrêter là. En tout cas, merci d'être venu. J'espère que ça vous a donné envie de réaliser des vidéos ou au moins d'aller regarder celles qui existent déjà. Si vous avez des idées, donc n'hésitez pas à contacter Marie-Pierre, Guillaume ou moi-même. Et puis, je vous dis à bientôt sur le site de podcast. Vous pourrez peut-être vous voir dès que cette prise-là sera finie. Merci à vous. Merci à vous.